Donc, on commence en attendant notre ami Emmanuel Brassard, parce que moi je ne saurais pas parler d'Aristote. Alors, bon, la question qui s'est posée sur Aristote, c'est que Aristote, semble-t-il, a développé plusieurs notions sur la causalité, d'après ce que j'ai compris. Et donc sur ces notions-là, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se rapporte à notre travail analytique dans le cadre des causes et des conséquences de nos actes. Parce que de toute façon, à minima, lorsque dans le travail analytique, on est confronté à un acte de notre passé, on est amené à essayer de reconstruire une cause, bon, ou plusieurs causes. Hein, c'est-à-dire que on se lance dans une interprétation rétroactive sur l'acte en question. Quoi dire de plus pour l'instant, je ne sais pas bien. Alors parce qu'ensuite, ce qu'on peut aussi dire, mais je ne vais pas pouvoir vraiment développer ce soir, parce que je n'ai pas retrouvé le travail que j'avais fait par le passé, c'était de comment envisager les multicausalités. C'est-à-dire que dans tous les raisonnements qu'on entend, notamment les raisonnements politiques et même les raisonnements au niveau du travail analytique, chaque sujet sélectionne une cause, c'est-à-dire un chemin causal en marche arrière dans le passé, et il fait une sélection d'une cause. Si on veut être moins naïf, il y a une possibilité de réfléchir à des causes multiples. Oui, d'ailleurs, on parle de multifactoriel, quoi, souvent. Bonjour. Bon, alors donc, n'ayant plus moi grand chose à dire, je suis bien content que tu sois là. L'idée, c'est que donc tu nous parles un peu de ce que tu as saisi les causes. Les causes portées sur les causes. Voilà, plutôt les causes. Attention, il y a beaucoup chez Aristote. Voilà, il a fait beaucoup de choses. Non, on va laisser le reste. Alors ça, attends. Bon, alors voilà. Alors donc, tu m'as demandé de parler d'Aristote. Voilà. Et de parler d'Aristote à partir de la théorie des quatre causes. Et enfin, plus précisément, ta question portait sur la cause finale. C'est-à-dire que j'ai eu une discussion où ce que moi j'appelais cause finale, d'autres semblent appeler ça la cause première. Ah. Et donc, moi je ne m'y repère pas. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Si tu peux... Ouais, bon, alors, ok. Alors, Aristote, c'est un auteur assez particulier. Alors, je vais déjà contextualiser un peu quelques mots. Bon. C'est un élève de Platon qui va rompre avec l'idéalisme, enfin ce qu'on appelle l'idéalisme, c'est-à-dire la théorie des idées, des arrière-mondes, et dont le projet finalement philosophique, c'est de remettre les idées sur pied, c'est-à-dire de partir du monde réel, concret, enfin empirique, disons, de l'expérience, la sensibilité, et de ne pas abandonner nécessairement toute explication, formelle ou essentielle des phénomènes du monde, mais plutôt que de partir de toute cette dialectique qu'a construit Platon qui monte vers l'idée, etc., l'idée, le système des idées, il s'agit de partir des phénomènes, voilà, un peu en gros sauver les phénomènes. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, Aristote, quelqu'un qui... Attends, ce qu'on appelle phénomène... C'est les apparences, c'est-à-dire par exemple le fait que quand il pleut, l'eau qui tombe elle est mouillée, elle est liquide, et puis elle coule vers la terre, et qu'elle se répand sur la terre, et qu'elle refroidit la terre. Voilà, ça c'est un phénomène. Parce qu'il y a autant de mots qui sont très polysémiques, donc c'est important de les préciser. Alors les phénomènes sont les apparences, c'est-à-dire c'est les phénomènes disons, que nous percevons par le corps et la sensibilité. En gros, plutôt que de partir d'une théorie purement intellectuelle ou intellectualiste, Aristote dit on va s'appuyer sur ce qu'on peut percevoir, c'est-à-dire sur le sens commun des perceptions du corps. Donc il y a un point de vue qu'on dirait empirique aujourd'hui. Bon, alors c'est évidemment un peu plus complexe parce que ça reste aussi ce qu'on appelle un métaphysicien, mais son point de départ est là.
Deuxième chose qui lui est très spécifique, c'est qu'il va reprendre tous les débats, notamment sur l'analyse de la nature. Alors, disons, partir des phénomènes, c'est partir du monde naturel. Et il va reprendre tous les débats philosophiques qui ont eu avant lui, disons depuis les présocratiques jusqu'à Platon, sur l'analyse justement de cette nature. Alors il y a eu beaucoup de théories, tout ce qu'on connaît des présocratiques avant Aristote. Vous avez plusieurs théories. Vous avez soit des théories qui sont fondées sur l'idée qu'il y a un principe suprême unifié qui réunit toutes choses malgré la diversité des phénomènes, soit il y a des éléments matériels, disons, comme des atomes par exemple. Alors il peut y avoir un élément prédominant, ça peut être l'eau, ça peut être le feu, ça peut être, etc. Soit il y a une théorie, disons, qui est celle de ce qu'on appelait les matérialismes de l'Antiquité, le Cycle, Démocrite, tout ça, qui eux, ils disent que la nature est faite d'atomes, qui se combinent entre eux, et qui se font et qui se défont, et qui sont à l'origine ça va, je ne suis pas trop abrupt, qui déterminent, enfin, disons, la forme des phénomènes, disons. Alors, parce que quand même, l'idée, c'est d'expliquer ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire dans le monde physique. Voilà, sinon, tous ces mots seraient discutables dans la réalité qui nous entoure, enfin, en tout cas, dans ce qui nous apparaît, c'est-à-dire c'est l'ensemble des phénomènes dans lesquels nous vivons, etc. Alors, il y a une troisième chose qui est propre à Aristote et qui est absolument remarquable et qui est compliquée, mais qui est intéressante. D'ailleurs, pour la psychanalyse, c'est intéressant. C'est que ce n'est pas un philosophe du langage, c'est-à-dire qu'il ne présuppose pas qu'il y aurait, disons, je n'entre pas dans la dispute sur l'histoire du rapport entre philosophie et pensée, mais non, bon, les philosophes ont déterminé le rapport pensée-langage. Je rappelle simplement qu'il faut attendre seulement le début du XIXe siècle pour qu'il y ait une hypothèse linguistique quant à la pensée, qui apparaît chez Hegel et Humboldt, mais pas avant dans l'histoire de l'humanité. Bon. Cela dit, les philosophes ont quand même été sensibles à l'expression, au langage. Alors, de différentes manières, il y a différentes écoles et différents débats. Bon, alors Aristote a une sensibilité particulière que n'a pas Platon. Platon pense tout de suite que le sens d'un concept n'est pas déterminé par le langage, mais par disons, l'intellection, l'intelligibilité qu'on en a. Donc il a une théorie du langage, mais le langage, de toute façon, est très très loin des choses. Hein. Pour Platon, depuis qu'on s'est mis à écrire, on est loin des choses. Mais Aristote a une autre théorie. Alors, qui est très... avant que tu viennes là-dessus, j'aurais une question. Comment... il faut que je le dise parce que ça introduit beaucoup de choses. Oui, mais là c'est en amont. Comment, parce que quand même la pensée un peu dialectique, elle date de cette époque-là. Comment est-ce qu'une pensée dialectique n'est pas dans le langage? Ah, tu poses une question difficile. La dialectique, c'est une pensée de la séparation, c'est une pensée de la division et de l'opposition des contraires. Ça ne nécessite pas dans sa définition. C'est une logique des contraires, si tu veux. C'est une logique qui travaille sur les opposés, sur des couples d'opposés, sur une définition, disons, toujours dichotomique, d'un concept en fonction de ce à quoi il s'oppose. Et donc qui implique parfois, disons, des conflits dialectiques, c'est-à-dire un nœud contradictoire dans la définition qu'il s'agit de dénouer par, disons, chez Platon, des opérations dichotomiques, c'est-à-dire des opérations de séparation par opposition des différences de définition entre les termes. Donc la dialectique, c'est ça d'abord, c'est d'abord une méthode logique disons, qui fonctionne au régime de l'opposition des termes, disons, pour identifier leur définition. Et deuxièmement, c'est une méthode anhypothétique chez Platon, c'est-à-dire que c'est une méthode qui permet d'aller vers l'idée en tant que telle de manière non déductive, c'est-à-dire de manière totalement intuitive. En fait, la connaissance chez Platon des vérités supérieures est totalement intuitive, elle est idéale, mais on n'arrive pas aux idées par la méthode logique, déductive, on arrive aux idées par l'intuition de l'idée. Donc l'intuition de l'idée, c'est la dialectique même, c'est ce que les philosophes grecs appellent la noésis, c'est-à-dire l'intuition de l'essence même. Et chez Platon, la méthode dialectique ne reste pas au régime de l'opposition entre les termes, qui serait une définition logique de la dialectique, mais qui serait finalement un calcul dialectique par rapport à la signification. Il s'agit de sortir du calcul logique, même fut-il dialectique, pour accéder à la saisie intuitive de l'idée elle-même, c'est-à-dire l'essence de la chose. Et pour ça, il faut sortir de la discursivité logique, ou même, disons, on va dire, démonstrative, hein, d'accord, mais logique. Donc il y a plusieurs sens, disons, à la dialectique. Alors Platon, Aristote fera de la dialectique, va réduire le sens, il va en faire une méthode, dans sa classification des formes du discours, dans la rhétorique, il en fait une méthode, disons, de la discussion contradictoire quand il s'agit de quelque chose qui ne relève pas des vérités nécessaires, c'est-à-dire qu'on peut démontrer,
mais des vérités probables. Donc là, il faut passer par la discussion contradictoire, parce qu'on est dans le domaine du probable. Ce n'est pas le même régime de vérité. Chez Aristote, il y a plusieurs régimes de vérité. On regarde le discours, disons, juridico-logique. Il y a le régime de la nécessité, qui est le discours démonstratif. Il y a le régime du probable et du possible, qui est justement la discussion dialectique. Il y a le régime du vraisemblable, qui est la discussion sophistique, en fait, c'est-à-dire celle où on n'a pas de preuve, donc il faut argumenter. Et il y a le régime du faux-semblant, qui est le régime, disons, de l'illusion, enfin, c'est-à-dire de la connaissance qui n'est pas interrogée. Platon redit l'opinion, vous voyez, c'est-à-dire le faux-semblant. Donc il y a des régimes de vérité différents, et la dialectique, c'est le régime de vérité qui relève du possible, c'est-à-dire du probable. Les choses qui sont en puissance possible, elles peuvent exister. Par exemple, je ne sais pas, il est possible que les volcans du Puy-de-Dôme se réveillent et qu'il y ait une activité éruptive. Disons que c'est impossible. Ce n'est pas quelque chose qui est en acte, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit, mais c'est possible, vous le savez, c'est possible. Hein, je prends un exemple d'aujourd'hui. Donc la puissance, c'est ce qui pourrait, le possible, c'est ce qui peut être amené à se produire, mais dont on n'a pas la certitude en termes d'existence, puisque l'existence actuelle ne manifeste pas ce à quoi ce type de phénomène. Voilà. Alors je reviens, disons, à ta question, oui. Parce que là, c'est... Alors, la troisième chose qui est intéressante chez Aristote, indépendamment de ce que je viens de dire, de sa théorisation des régimes de discours en fonction, disons, de régimes de vérité, enfin, disons, de degré de vérité en regard du monde, en regard de ce qui est dit, c'est qu'Aristote, contrairement à Platon, donc, c'est quelqu'un qui va partir de ce que les gens disent, de ce qu'ils perçoivent, pour raisonner sur le monde. C'est-à-dire que, vous savez que les expressions de sens commun, tout le monde connaît ça, mais Aristote part toujours de l'opinion. C'est-à-dire quand tu parles de la pluie, de quoi parles-tu? Tu parles de quelque chose qui est liquide, qui est froid, qui mouille, qui est humide, d'accord, et qui coule vers le bas. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que les gens? La pluie, c'est désagréable, ça mouille, voilà. Mais ça, c'est tout le monde le dit. Je veux dire, alors, et en même temps, on dit on peut se protéger de la pluie avec un corps solide, par exemple une ombrelle, ou si on recueille la pluie dans une casserole, dans un pot, on la fait chauffer, elle va redevenir vapeur et air. Bon, c'est des choses que les gens savent, peuvent dire. Donc il va partir, pour déterminer la vérité, disons, d'une connaissance, des régimes d'énonciation communs, c'est-à-dire la manière dont les choses se disent, dont les gens y disent. C'est-à-dire qu'autant chez Platon, l'opinion était d'emblée quelque chose qu'il fallait mettre en doute, parce qu'elle était du côté de l'illusoire et de l'imaginaire, enfin de l'imaginaire. Chez Platon, l'opinion, c'est l'imaginaire. C'est ce que chacun peut se raconter imaginairement sur le monde à partir de son expérience. C'est vraiment ça. C'est le régime de l'image, d'ailleurs, de l'ecclésia. C'est la plus basse des connaissances. C'est celle des... C'est l'ombre des objets. C'est un peu ça. Mais donc Platon n'a pas une très bonne opinion du discours commun, c'est-à-dire on voit bien que Socrate met en doute toujours ce que les gens disent, pour leur montrer qu'ils sont contradictoires, que leurs définitions ne tiennent pas debout. Aristote n'a pas cette attitude. Aristote commente ce que les gens disent, c'est-à-dire il part des énoncés, des propositions communes, du sens commun, et c'est à partir donc d'une théorie, pas de l'énonciation, à partir d'une théorie de ce qui s'énonce, qu'il va examiner visiblement les possibilités de connaissance ou pas, que le philosophe peut avoir du monde. Donc il y a un souci linguistique qui n'est pas un souci d'accrocher la pensée au langage, qui est un souci, je le rappelle, qui est totalement moderne, qui n'existera pas avant donc, le début du XIXe siècle, avant la fin XVIIIe, début du XIXe siècle. Mais il y a un souci quand même de partir du discours commun. C'est-à-dire si tu me parles du feu, si tu me parles d'un animal, qu'est-ce que tu as à en dire et de partir de l'observation, de ce qui peut se dire dans l'observation. Alors, il y a chez Aristote une certaine confiance qui est faite au sens. Et donc, puisqu'il y a une confiance qui est faite au sens, il y a quelque chose une confiance qui est faite à l'expérience commune, telle que les sens peuvent nous la délivrer, et donc aussi à ce que les gens peuvent dire, enfin, ce qui s'énonce, disons, de cette expérience dans le langage commun. Et donc, si on veut bâtir une science ou une philosophie de la connaissance, il faut aussi prendre au sérieux ce qui se dit, c'est-à-dire analyser l'énoncé pour voir s'il n'est pas porteur de type de signification qui délivre de la vérité. Donc il y a un point de vue, voilà. C'est ça le point de vue. L'originalité d'Aristote, c'est ces trois points. Je répète, la rupture avec le platonisme, qui est quand même, disons, la philosophie la plus puissante à ce moment-là, et qui a construit un système philosophique d'une grande amplitude, qui est à l'époque, contient toutes les connaissances scientifiques du temps. C'est pas, il répond aux problèmes de cette façon. Partir d'une dispute avec toutes les théories de la matière, de la nature, et du monde tel que les présocratiques les ont déployés,
Je vais les rappeler. Il y a combien de distance de temps entre Très peu, et le présocratique c'est le 5e, et Aristote est l'élève de Platon, il a 40 ans quand Platon en a 80. Ah, d'accord. Platon a été l'élève de Socrate jusqu'à la mort de Socrate, il avait une trentaine d'années, quarantaine d'années lui-même quand Socrate est mort, et les présocratiques c'est ceux quasiment qui précèdent Socrate, c'est-à-dire c'est le 5e siècle avant JC, là on est au 4e. Donc oui, donc c'est quand même sur une période relativement courte. 150 ans, 150 ans, on va dire, entre, disons, Thalès, Anaximandre, Pythagore, Démocrite, Héraclite, Empédocle, vous connaissez tous ces noms, Anaxagore, Anaximandre, oui, le nom, oui. Parménide, Empédocle, etc. Le cycle, donc tout ça. Alors, je rappelle, donc, la question, évidemment, quand on se demande qu'est-ce que la nature, c'est ça la question, c'est pas... La question que se pose Aristote d'abord, c'est pas d'écrire une métaphysique, c'est d'abord d'écrire une physique. C'est-à-dire, la connaissance pour les philosophes, c'est pas d'abord, à l'époque, les philosophes, il faut dire, c'est pas des philosophes, c'est des savants. Oui. Il s'agit de mettre en place pour la philosophie grecque une théorie générale de la connaissance dans tous ces domaines. Effectivement, elle aborde aussi les questions politiques, éthiques, mais elle part d'abord aussi des questions de définition du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un type d'environnement, qu'est-ce que le bois, quelle est la différence entre le bois et la pierre, pourquoi il y a des saisons, pourquoi l'animal humain est différent des autres êtres vivants, quelle est la place des femmes en regard du masculin, comment la reproduction se fait-elle dans la nature, quelle est la cause du mouvement, etc. Des questions qui sont des questions, je veux dire, qui paraissent... en fait, quand on lit Aristote, on a vraiment l'impression, c'est très agréable, c'est-à-dire de quelqu'un qui te parle des choses que tu as envie de comprendre, comme ça au quotidien. Les questions philosophiques ne sont pas des questions métaphysiques. Elles ne sont pas spéculatives. Il s'agit de trouver des explications par rapport au phénomène de la nature. Bon, d'abord, il s'agit donc avant de développer ce qu'on appellera une métaphysique, c'est-à-dire une science de l'être en tant qu'être, ou une science des premières causes et des premiers principes. Aristote se préoccupe de physique, c'est-à-dire comment expliquer l'alternance du jour et de la nuit, quelle est la différence entre le feu et l'eau, etc. Qu'est-ce que la chaleur, qu'est-ce que l'humide, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la génération, la corruption, pourquoi est-ce que le mouvement se conserve ou se dégrade, etc. Vous voyez des questions qui sont des questions qui relèvent de la science physique, ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences naturelles. Mais il a écrit aussi une métaphysique. Oui, mais on y vient après. Ça. Non, mais le point de départ d'Aristote, c'est pas la métaphysique, c'est la physique. Parce qu'en réalité, la physique des présocratiques est à la fois une physique et une métaphysique. Par exemple, si on dit que la nature est déterminée par l'eau, comme Thalès, eh bien, on a à la fois une physique, puisqu'on dit que c'est l'élément qui compose toutes les autres formes de la matière, et en même temps, on a une métaphysique, c'est-à-dire une explication globale, disons, si on appelle métaphysique. C'est très compliqué de définir la métaphysique, parce que c'est un terme d'ailleurs qui est... On ne sait pas très bien si le terme est d'Aristote ou si c'est un terme accolé à son œuvre. En fait, il faudrait parler philosophie première ou d'ontologie, c'est-à-dire philosophie de l'être en tant qu'être. Aristote a appelé la philosophie de l'être en tant qu'être la science des premiers principes et des premières causes. Mais les premiers principes et les premières causes, c'est pas ce qui se manifeste dans la nature. Ce qui se manifeste dans la nature, c'est des causes diverses. Il y a un chat, il y a un chien, vous voyez, il y a un crocodile, il y a un cactus, il y a des hyacinthes, il y a des roses, etc. C'est-à-dire que les formes dans la nature n'apparaissent pas désorganisées, elles apparaissent comme des formes identifiables, c'est-à-dire qu'elles ont une certaine unicité. Quand tu croises un chien dans la rue, tu ne dis pas c'est un chat, tu dis c'est un chien, voilà. Et si la personne se baladait avec un crocodile, tu dirais c'est un crocodile, voilà. Donc il y a une certaine unicité, mais je vous rappelle qu'on part du bon sens, c'est-à-dire de ce qui est, disons, ce qui, au départ, ne nécessite pas un raisonnement sur ce qui est perçu, mais simplement une observation, une description d'un événement qui m'arrive, que je vois, que j'entends, que je sens, que je goûte, etc. Donc on parle des phénomènes. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Alors, donc les philosophes au départ, ils ne font pas cette différence entre ce qui relèverait d'une philosophie spéculative, tu vois, sur les idées fondamentales, les plus fondamentales, et puis ce qui serait la nature des choses concrètes. Pour eux, c'est le même. Ils cherchent une explication, ils cherchent des principes, disons, à la fois concrets et abstraits, mais qui expliqueraient le monde dans sa globalité. Alors on peut expliquer le monde par le feu, on peut expliquer le monde par le conflit de la haine et de l'amour, vous voyez, vous pouvez vous souvenir de ça, l'ami Empédocle, repris par Freud etc., position et l'amour, il y a deux principes, la discorde et la concorde, et qui se disputent l'hégémonie dans la sphère du monde,
Et il y en a un qui fait irruption, parce qu'elle est poreuse, cette sphère, il y en a un qui fait éruption et qui devient dominant, et qui chasse l'autre, et puis après ça tourne, etc. Et donc, pour expliquer la nature des choses, eh bien, il faut partir de cette dialectique, enfin on pourrait dire de cette opposition entre discorde et concorde. Voilà une philosophie. C'est la philosophie d'Empédocle. Bon, il y a d'autres philosophies. Il y a la philosophie du Parménide que vous connaissez. C'est-à-dire Parménide a dit... alors, les Grecs ont un problème, c'est-à-dire que la science a toujours un problème. Est-ce que ce qu'on observe, c'est définitif, c'est-à-dire que c'est de l'ordre d'une permanence, ou est-ce qu'au contraire, c'est des apparences qui sont accidentelles et qui n'ont pas disons, qui ne relèvent pas de la nature des choses? Je veux dire, quand il tombe de la pluie sous forme de giboulet, est-ce que c'est encore de la pluie, hein, d'accord? D'accord, il y a plusieurs manifestations des précipitations. Est-ce qu'on parle toujours de la même eau? Voilà, exactement, alors qui prendrait plusieurs formes. Alors, souvent, les philosophes ont opposé le devenir à l'immuable, c'est-à-dire ce qui relèverait de l'éternel, c'est-à-dire qui ne bougerait pas, c'est-à-dire qui serait une réalité définitive, et ce qui serait la réalité des apparences, qui serait toujours dans le devenir et la transformation. Et autour de cette opposition entre ce qui change tout le temps et ce qui relève d'une certaine permanence, c'est-à-dire par exemple que les chiens ne font pas des chats quand ils se reproduisent, hein, d'accord, même si chaque fois qu'un chien fait des chiens, les chiots ne ressemblent pas exactement, c'est la même espèce, mais il peut y avoir des croisements, des mélanges, etc. Donc la réalité n'est pas forcément mue par quelque chose de définitif, elle est mue par des transformations permanentes, ce que les Grecs appelaient le devenir ou le multiple, qui n'ont pas d'unité, c'est-à-dire qui sont disparates, dispersés, et qui ne sont pas a priori mus par des cycles de transformation, on n'en sait rien. Donc ils vont opposer le multiple, qui est le lieu du devenir et de l'incertitude, à ce qui est de l'ordre de la permanence, c'est-à-dire de ce qui serait de l'ordre de l'éternité, qui ne bougerait pas dans la nature. Est-ce que c'est clair? Alors, cette théorie, on la trouve chez Parménide, dans l'opposition de l'un au multiple, et qui va amener Parménide à dire le multiple, c'est-à-dire la diversité des manifestations, c'est du non-être, puisque ça ne dure pas, ça n'a pas de persistance. Et puis il y a par ailleurs l'être, c'est-à-dire ce qui subsiste, qui est du côté de l'identité, d'un un. Un un qui serait la clé même de voûte de toute existence. Voilà, il va poser l'un, alors Platon reprendra la dispute avec Parménide dans un dialogue qui s'appelle le Parménide. Il va donner une dizaine de dénivellations, de possibilités d'interprétation de cet un. Et donc l'un serait structurant, et ce serait du côté de l'éternel, de ce qui ne bouge pas, des formes, disons, d'une identité du monde à lui-même que la pensée pourrait saisir, et qui s'oppose au multiple, qui est l'illusion, qui est le non-être, qui est la disparité. Alors ça, vous voyez, c'est deux héritages que Aristote va reprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous voyez, il faut faire le point. Il y en a un troisième, c'est Pythagore, qui a dit que pour comprendre les formes de la nature, il fallait partir des objets mathématiques, c'est-à-dire des figures, des abstractions, des nombres. Théorie que Platon reprendra. Sauf que Aristote va lui faire remarquer, alors à Empédocle, il va faire remarquer que, enfin, c'est un peu compliqué sa critique d'Empédocle. Bon, j'entre pas dans le détail, mais disons, à Pythagore et à Platon, il leur fait remarquer que quand on regarde un objet de la nature, un fruit, on peut toujours le schématiser dans des figures abstraites, le géométriser, mais la réalité, elle n'est pas géométrique. Hein. C'est-à-dire la figure, c'est une abstraction de la forme. Effectivement, les choses sont organisées. Si on regarde par exemple un bouquet de fleurs, on voit bien que dans la nature, disons, les apparences ont une certaine organisation. Ils n'utilisent pas le mot organisation, ils utilisent plutôt le mot forme, c'est-à-dire elles ont plutôt une configuration, une conformité. Vous voyez, elles sont pas sans une certaine structure. On pourrait dire ça comme ça. Alors, s'il y a une structure qui dure, il y a de l'unité, il y a de l'identité dans les choses. S'il y a toujours des chiens qui ne sont pas des ours, qui ne sont pas des renards, qui ne sont pas des chats, qui ne sont pas des pumas, c'est qu'il y a une certaine identité dans les formes animales, il y a quelque chose, disons, alors ça peut se transformer, hein, il peut y avoir des transformations, bien sûr, mais il y a des persistances, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut identifier. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'il a construit la notion de cause? Alors on va y venir, alors, si, on va y venir. Alors, je reprends un peu ce à quoi il s'adosse. Alors, il va critiquer il va critiquer l'abstraction mathématique comme déterminant la nature des choses. Par exemple, tout serait nombre, hein, c'est l'idée de Pythagore, ou chez Platon. Pour comprendre la nature des choses, il faut tout de suite passer par la géométrie, hein, c'est-à-dire toujours passer par les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est une organisation formelle du visible qui lui donne une structure, alors que les sensations ou les images ne donnent pas de structure aux choses, elles ont une apparence illusoire. Voilà. Donc il y a une mathématisation de la réalité chez Pythagore et Platon, avec laquelle Aristote va dire mais non, les choses dans la nature,
On peut les mathématiser, mais l'observation concrète n'est pas directement mathématique. Un chien, c'est pas un ensemble, c'est pas un système de cylindres, tu vois, que tu pourrais, je sais pas, avec des rouages au niveau des articulations, des rouages qu'on pourrait représenter, je sais pas, par des dents, si tu veux, des axes et des systèmes de dents pour simuler un mouvement. Bon, c'est pas une mécanique, c'est pas au sens abstrait de la technique, au sens. Donc il va s'opposer à ça. Puis après, il rencontre les atomistes. Alors les atomistes, ils disent tous que le monde, c'est un gigantesque chaos dans lequel il y a du vide. Et au milieu de ce chaos, il y a des particules indivisibles qui se rencontrent, se percutent et s'organisent pour créer des formes qui peu à peu s'altèrent et disparaissent et se défont. D'accord ? Et donc il y a des éléments indivisibles dans la réalité qui seraient l'explication des choses, et alors qui tendraient à des configurations, etc. Mais ces configurations n'ont pas de stabilité, elles sont toujours dans un mouvement, disons, elles s'usent en fait et se défont, etc. Alors, il va critiquer aussi cette théorie, parce qu'il dit que la notion d'atome, elle ne délivre pas les qualités de la matière, et en tout cas, elle n'explique pas les formes d'organisation de la matière. C'est-à-dire, elle n'explique pas, par exemple, pourquoi il y a des solides ou pourquoi il y a des liquides. Elle n'explique pas pourquoi il y a des plantes, d'accord, il y a des animaux. Elle ne donne pas de clés comme ça. Elle n'explique pas pourquoi il y a des saisons, vous voyez. Elle ne donne pas des clés suffisantes d'explication en termes, disons, de compréhension de comment ça marche, comment ça se produit. Parce que la nature, c'est une succession d'événements et de transformations, d'accord, dans lequel apparaissent plus ou moins des constantes et des identités, c'est-à-dire des stabilités, d'accord. Donc il s'agit, voilà, en critiquant Parménide qui réduit tout à l'un, mais dans la nature il n'y a pas que de l'un, il y a du multiple. Il y a des chats, des chiens, des lézards, des ours, des lapins, etc. Qu'est-ce que c'est que cette idée de réduire, disons, à un principe supérieur qui serait l'un? Après il dit dans la nature il n'y a pas non plus l'eau, le feu. Ah oui, Empédocle c'est le feu qui consume tout, etc. Et puis après, une fois que tout est consumé, il y a un cycle et ça repart. Mais il dit dans la nature, il n'y a pas que le feu, il y a aussi l'eau, il y a aussi l'air, il y a aussi la terre. On ne peut pas réduire à un seul élément, comme ça, qui serait le principe explicatif de toute chose. Alors, contre Platon, j'ai dit, et Pythagore, ce qu'il dit, donc contre les atomistes, il dit qu'ils n'ont pas l'explication globale de la formation, disons, des processus, en fait. Par exemple, ils n'ont pas de théorie de la causalité, où ça commence, la nature, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'un phénomène est fini, quand est-ce qu'il est émergent, à son commencement, etc. Il n'y a pas une théorie de la temporalité qui soit liée au phénomène physique. Pourquoi il y a des saisons, par exemple, etc. Donc Aristote va abandonner aussi les atomistes en disant que leur théorie n'est pas bonne. Alors, il va s'opposer aussi, disons, on va très très rapidement, à l'idée qu'il y aurait une intelligibilité abstraite du monde qui serait, disons, un nous et qui serait détaché de la nature. C'est-à-dire qu'il dit que si on est intelligence du monde, s'il y a une pensée qui peut se saisir, disons, de la nature des choses, c'est parce qu'elle est liée à la sensation, au vivant et aux perceptions. Il n'y aurait pas une intelligibilité comme ça, un principe abstrait, la raison, par exemple, le nous, les Grecs, qui serait au-dessus du monde et qui donnerait la clé dans une intelligibilité globale de toute chose. Il dit il n'y a pas. L'intelligibilité, d'abord, elle est toujours des choses particulières. C'est-à-dire que quand vous parlez de la flotte ou de l'eau, vous parlez d'un fleuve où vous avez navigué, vous parlez de l'eau que vous avez bu à la source à un certain endroit, vous parlez de l'eau de pluie qui vous a mouillé une nuit, etc. Donc vous étiez, je ne sais pas, une nuit d'été, vous n'avez pas pensé qu'il y aurait de l'orage. Donc l'expérience qu'on a des choses, elle est toujours liée à des situations particulières. Nous, on dirait singulières. Oui. C'est-à-dire, mais pour lui, c'est-à-dire que c'est pas le tout qui se manifeste en chaque chose. Ce sont des circonstances particulières dans lesquelles un certain événement, une certaine phénoménalité apparaît et fait apparaître certaines unicités formelles. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Alors, cela dit pour lui, la nature n'est pas un désordre, elle relève d'une certaine organisation, puisqu'il y a des choses qui se conservent malgré les processus de transformation. Si tout était transformation, comme le disait Héraclite, le mobilisme, la doctrine du mobilisme universel, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, tout change, tout passe, tout se transforme, il n'y aurait jamais dans la nature aucune stabilité. C'est-à-dire il n'y aurait jamais aucune permanence, il n'y aurait que de l'impermanence. Or, on peut attester que ce n'est pas vrai. Il y a dans la nature physique des phénomènes qui se conservent. Tout n'est pas en transformation, et quand il y a une transformation, ça se fait selon certaines choses qu'on peut analyser. Par
par exemple des différences de quantité, par exemple des différences, des variations. Par exemple, quelque chose s'agrandit, quelque chose se diminue, quelque chose est privé de quelque chose ou d'autre chose. Donc, à partir de l'observation et de l'expérience particulière qu'on a des choses, on peut commencer à développer une connaissance en s'appuyant sur le langage et sur, disons, un désir de dire la chose telle qu'elle est, c'est-à-dire de la saisir, nous on dirait dans son objectivité, de s'en saisir. On peut discerner dans les processus de transformation de la nature, qui ne sont pas tous de même nature. Par exemple, la génération, c'est pas la corruption, c'est-à-dire la dégradation d'une structure. La génération, c'est sa production, c'est son émergence. Par exemple, un déplacement, ce qu'on appelle une translation, quand un corps change de place, c'est pas la même chose que la génération, la corruption. C'est encore un autre phénomène. Et puis dans la nature, il y a des phénomènes qui sont des déformations de la substance, c'est-à-dire par exemple si un chien n'a que 3 pattes, c'est Encore un chien. Oui, je prends cet exemple. Oui, oui. Je sais pas, je suis un peu bloqué sur le chien. Non, enfin, je sais pas, parce que c'est très difficile pour moi de donner des exemples, parce que C'est le plus fidèle ami de l'homme. c'est le plus fidèle à l'heure. On va prendre le cheval, d'accord, on va prendre le cheval. On pourrait prendre la girafe, ça. Mais on pourrait prendre, disons, pour les animaux, c'est facile de donner des défauts. C'est plus difficile pour d'autres formes d'organisation. Si tu dis, qu'est-ce que c'est qu'un arbre qui a été privé de sa forme propre? Il lui manque une branche. Bon, en tout cas, si tu prends un animal, tu vois s'il est tératologique, s'il y a une difformité, ou un accident qu'il a privé d'un de ses membres, d'une de ses parties, eh bien, tu as un accident là. Mais ce n'est pas de la corruption. Un accident n'est pas une corruption, parce que l'accident, ce n'est pas une dégradation de la forme dans son processus propre, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas se produire. En revanche, le vieillissement, par exemple, qui est une forme de corruption, ne peut pas ne pas se produire et est inhérent aux organismes. Alors, Aristote fait remarquer d'ailleurs que dans la nature, les identités se conservent, mais pas les individus. C'est-à-dire que les identités se conservent à travers la génération, et donc la reproduction, mais pas à travers l'individualité. L'individualité n'a pas de pérennité. Mais toute organisation, disons, naturelle identifiable, est toujours une identité. C'est-à-dire qu'elle se manifeste toujours sous une forme particulière que l'on rencontre, disons, dans sa spécificité. C'est-à-dire que ce n'est même pas un genre, hein. C'est pas le chien, c'est, je ne sais pas, c'est ce chien-là. Vous voyez, à ce moment-là, qui a ce type de museau, qui a ce type de corpulence, etc. Voilà. Donc Aristote va essayer, dans Racine, d'avoir une critique tout ce qui a précédé en montrant que ça ne tient pas, c'est pas systématique. Il faudrait systématiser un peu la théorie de la nature. Et il va donc va réfuter tous ces gens, hein, il réfute tout le monde. Il est le premier historien de la philosophie. C'est-à-dire que le premier à prendre dans ses textes, à rendre compte de façon attentive de tout ce qui s'était dit avant, de façon compilatoire. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il fait vraiment comment on dit, le tour de la littérature. Hein. Comment on dit aujourd'hui, quand on publie bien l'article scientifique, il faut regarder tout ce qui était publié. Oui, non, il faut faire le recensement de la littérature, hein, d'accord. Il fait le recensement de la littérature. Il était hegelien, professeur. Non, pas tellement, mais non, c'est plutôt. Il y a un côté positiviste chez Aristote. Il y a un côté. C'est très positiviste, Aristote. On va dire les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent. On va arrêter de spéculer sur des idées qu'on dirait métaphysiques. On va discuter à partir de ce que le langage nous apporte de caractéristiques qui sont véhiculées par le sens commun, c'est-à-dire par l'expérience ordinaire. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'extraordinairement puissant dans cette attitude, qui est anti-idéaliste, hein, on dirait aujourd'hui, qui est vraiment une philosophie du concret, qui a fait que ça a tenu très longtemps. Alors, pour développer tout ça, comment il va faire? Alors, pour donner à ça, disons, il faut quand même analyser, c'est-à-dire il faut quand même expliquer tous ces phénomènes. La logique qui leur est propre, une logique empirique, hein, pas une logique abstraite. Il faut expliquer comment ça fonctionne la nature, comment ça marche. Par exemple, comment se fait-il que quand vous faites chauffer de l'eau s'évapore et devient de l'air, hein. Donc il a observé que, disons, les 4 éléments qui sont prédominants en grec, c'est-à-dire pour les Grecs, enfin qui restent, c'est l'eau, l'air, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre, que ces 4 éléments étaient dans des cycles de transformation les uns dans les autres. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si on chauffe la terre, elle s'enflamme. Vous voyez, par exemple, dans la lave. On peut prendre, évidemment, c'est des explications qui ne sont pas les nôtres. Hein.
Mais si on refroidit l'eau, elle se durcit, elle va vers la terre, elle devient pierre, d'accord, etc. Que si on chauffe l'eau, elle s'évapore, elle va vers l'air, d'accord, elle monte vers le haut, etc. Donc, les 4 éléments, en fait, ont des propriétés contradictoires, contraires, mais qui sont couplées par 2. C'est-à-dire que le feu est chaud et sec. Et il a tendance, puisqu'il est chaud et sec, à aller vers le haut. D'accord? C'est clair, chaud monte. C'est pas, non mais, c'est pas idiot, hein, Aristote. Hein, ça, on peut très bien avoir une physique aristotélicienne encore aujourd'hui. Mais bon, évidemment, c'est ça. Les corps lourds et froids, qui sont plutôt les pierres, ça tombe, vont vers le bas. En général, ils sont froids et secs. Une pierre, c'est froid et sec. Sa nature n'est pas d'être humide ou d'être imprégné d'eau. L'eau, en revanche, elle a tendance à être... l'eau, elle est humide et elle est froide. D'accord? Alors, si elle chauffe, elle devient de l'air, vous voyez? Et si elle refroidit encore, elle devient de la terre, puisqu'elle prend les aspects durs, vous voyez? Les aspects, etc. Donc, il y a des processus dans la nature Alors, et l'air est humide et chaud, d'accord? Alors que le feu est chaud sec. Donc, ces éléments sont des couples, en fait, des couples de 2 propriétés qui sont des qualités premières, c'est-à-dire qu'on les rencontre dans tout élément naturel. C'est-à-dire qu'il y a toujours du chaud, du froid, de l'humide, du sec. Il y a toujours quelque chose qui est plutôt terreux, donc plutôt dur et lourd, quelque chose qui est plutôt léger et chaud, qui s'envole. Et donc les éléments qui ont des propriétés contraires travaillent les uns à l'encontre des autres dans des cycles de transformation. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont contraires les uns des autres qu'il y a des transformations dans la nature. Par exemple, les saisons s'expliquent comme ça. C'est-à-dire que les saisons s'expliquent justement parce que les éléments, avec la chaleur solaire qui augmente avec l'été, eh bien l'air et l'eau s'enflamment, enfin, d'une certaine manière, et donc, d'une certaine façon, l'air est beaucoup plus chaud. Et la terre aussi va s'échauffer, et les eaux vont s'échauffer. Donc il y a un travail où, si vous voulez, les contraires travaillent les uns dans les autres, et donc on peut expliquer une partie des transformations de la nature à partir de ça. Alors effectivement, qu'est-ce qui est premier dans la réalité, si on devait dire qu'est-ce qui compose? Alors les atomistes disaient les atomes. Aristote dit non, pas les atomes, mais il y a des composants matériels, d'accord? Il y a une matière première, sinon il n'y aurait rien. Pour que les choses existent, il faut bien qu'il y ait des éléments qui composent les choses, et ces éléments, c'est 4 éléments de base qui ont des propriétés très discernables, qui expliquent les cycles de la nature par le jeu contradictoire qui opère entre ces éléments. Je me suis fait bien comprendre, hein, si vous avez des questions, hein, bon. Et donc, si on se demande d'où viennent les réalités, on peut dire qu'il y a une première cause aux réalités. C'est la matière, la hullée. Et cette matière, elle n'est pas faite d'atomes, elle est d'abord faite de... Le bois, c'est quand même... Vous voyez, enfin, on peut dire que le bois, c'est fait d'atomes, mais on ne voit pas les atomes, on voit plutôt les filaments du bois, on voit plutôt le bois, qui est quelque chose à la fois de souple, de plus ou moins rigide, et qui peut revenir à la terre, vous voyez, enfin bon. Donc on peut expliquer la composition des êtres de la nature à partir de ces 4 éléments, qui possèdent chacun une propriété, 2 propriétés caractéristiques couplées par 2, et qui sont dans des processus de frottement et d'échange, d'accord, qui expliquent en partie, vous voyez, les cycles de transformation dans la nature. Alors ça, est-ce que c'est une évidence? On pourrait dire qu'il y a une certaine évidence à ça. C'est-à-dire, personne n'a jamais vu un chien qui est fait de particules indivisibles qui se séparait au moment où il devenait cadavre. Personne n'a jamais vu ça. D'ailleurs, le cadavre, il garde sa conformité un certain temps. D'accord? Donc, mais en revanche, tout le monde a vu que dans le corps humain, par exemple, un corps vivant, il y avait des liquides, il y avait des solides. Il y a des os qui ressemblent au bois, qui ressemblent aux solides. Il y a des liquides, le sang, la salive, etc. Mais il y a aussi de l'air, vous voyez, la respiration, etc. Donc, les 4 éléments, il y a de la chaleur et du froid. Quand on a la fièvre, on est enfiévré. Et quand on a froid, on sent un refroidissement du corps. Donc les processus comme ça, des 4 éléments, peuvent expliquer toutes les transformations, en partie, vous voyez. Donc là, on rentre déjà dans une notion de causalité. Alors oui, la question c'est, de quoi proviennent les phénomènes de la nature? Qu'est-ce qui permet d'en comprendre la régularité ou l'irrégularité? La permanence ou l'impermanence? L'organisation ou la désorganisation? Donc il faut introduire un certain nombre pas de principes, parce que ce n'est pas des principes, enfin en tout cas c'est comme des principes. Disons que pour Aristote, les qualités sensibles,
elle renvoie, ou élémentaire, elle renvoie aux corps les plus simples, c'est-à-dire des corps premiers qui seraient les composants de tous les autres. C'est-à-dire que si on veut expliquer la différence des formes de la nature, il faut partir de l'analyse des proportions, hein, enfin des parties qui composent chaque corps. Dans notre corps, il y a des os, donc ça c'est plutôt du côté du solide, hein, du minéral, d'ailleurs comme ça. Et il y a des choses, il y a des liquides qui sont plutôt du côté de l'eau, enfin des liquides. Donc il faut analyser la manière dont les éléments se composent et comment travaillent dans un corps donné, ou une organisation donnée, les contrariétés entre ces éléments. Comment ils produisent de l'équilibre ou du déséquilibre. Comment ils amènent à de la conservation ou à de la dégradation, à de l'augmentation ou à de la diminution, etc. Donc on peut effectivement, déjà pour avoir une première théorie de la causalité, enfin donc une première explication d'où proviennent les choses, eh bien on peut faire une première supposition qui est la cause matérielle. Alors, cela dit, aussitôt on rencontre un problème. Alors on va le prendre comme ça, c'est-à-dire la cause matérielle implique des mouvements. Mais ces mouvements, qui les a causés? La matière, les 4 éléments, ils se sont mis en mouvement tout seuls? Non, il a bien fallu quelque chose les mette en mouvement. Dans la nature, il y a aussi des mouvements qui sont des mouvements de déplacement, de translation. C'est-à-dire des corps qui sont sur des trajectoires, etc., qui se déplacent, qui tombent, qui montent, etc. Et il y a le mouvement des astres, d'accord? Il y a le mouvement des saisons. Donc il y a des processus il y a le mouvement des astres en tout cas, hein, le ciel, soit le ciel des étoiles fixes, soit les différentes planètes, enfin les différentes qui bougent. Donc il y a des mouvements de corps qui sont des mouvements de translation, comme déplacer un objet, lancer un objet, etc. Donc Aristote se demande si tous ces cycles de transformation où les éléments, disons, sont en contradiction et en conflit avec les uns et les autres et qui aboutissent à des transformations dans la nature, qu'est-ce qui a causé leur mise en mouvement? Donc il va dire, il y a peut-être un mouvement premier qui est à l'initiative de tout mouvement. Vous voyez? Il y a une poussée première, quelque chose qui a déclenché le mouvement. Et donc il va poser l'idée qu'il y a un premier mouvement, quelque chose qui serait un mouvement initial, enfin dire qui serait un moteur premier de tout mouvement. Parce que dans la nature, ce qui se passe, dans les transformations, dans les translations, c'est des mouvements. D'accord? Alors il y a 2 types de mouvements, bon, il y a 3 types de mouvements, j'ai rappelé rapidement, le mouvement génération-corruption, le déplacement, translation, et les mouvements qui sont des mouvements d'accroissement ou de diminution des choses. Hein, d'accord? Donc c'est 3 types de mouvements qui permettent d'expliquer quasiment, beaucoup de phénomènes naturels. Alors qu'est-ce qui a déclenché? Alors il y aurait une première cause donc qui ne serait pas la cause matérielle, mais qui serait une cause motrice, c'est-à-dire quelque chose qui serait à l'origine même de la forme du mouvement. Donc on pourrait présupposer qu'il y a eu un moteur premier, bon, je ne sais pas comment on ne va pas l'indiquer, mais qui est à l'origine de la longue chaîne, parce que les mouvements en plus sont des causalités qui s'enchaînent, qui s'engendrent les unes les autres, et puis il y a ces 4 éléments matériels qui seraient premiers. Maintenant ça ne suffit pas pour expliquer les formes de la nature. Il faut convoquer au moins une 3e cause, qui est laquelle? J'en ai parlé sans cesse. Certes, ce que nous rencontrons dans la nature quand on découvre un bananier, alors je vais prendre des arbres, un bananier ou je ne sais pas, ou un cerisier, on voit bien que ce n'est pas le même arbre, hein, d'accord? Mais comment on sait que ce n'est pas le même arbre? Ils ne produisent pas les mêmes fruits, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas les mêmes feuilles, le même feuillage, ils n'ont pas la même écorce. Cela dit, quand on voit 2 cerisiers à 2 endroits différents, on reconnaît bien que c'est un cerisier. Donc la nature, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas dans la confusion. Il y a dans la nature des formes identifiables, d'accord? Qui ne sont pas toujours là, parce que quand vous plantez la graine du cerisier, le cerisier n'est pas là. Mais à partir du moment où il pousse, il donne des fruits, vous avez un cerisier. Et vous reconnaissez ce cerisier comme un cerisier d'autres cerisiers que vous avez connus avant. Et donc la nature est organisée par pas seulement la matière et le mouvement, elle est organisée par un 3e principe ou une 3e cause, qui est la cause formelle. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas les mêmes, les plantes ne sont pas les mêmes, les phénomènes ne sont pas les mêmes, un orage, ce n'est pas la même chose qu'une ondée, etc. Donc la nature n'est pas un désordre, elle est structurée par des, on dirait nous, par des organisations, par des formes organisées. Mais on dirait forme organisée aujourd'hui. Non, je ne sais pas comment dire. Hein. J'ai raté la seconde, là j'avais marqué cause première, et la seconde c'est... Le mouvement, et la 3e, quand il faut introduire, c'est la cause formelle. C'est-à-dire que, alors Platon avait déjà dit, pour que le chien soit un chien, il faut
faut qu'il y ait une forme universelle du chien qui lui donne son être, qui définisse son existence, sa fluidité, c'est-à-dire qui le fait être ce qu'il est. La forme, c'est aussi l'essence, morphée ou eidos en grec, qui donne l'idéa aussi pareil, c'est le principe qui, dans la chose, la fait être ce qu'elle est, et répond à la question, mais qu'est-ce qu'elle est? D'accord? Si vous dites qu'est-ce que c'est, bah, vous allez dire c'est un canidé, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Vous allez, c'est là où le langage est articulé à l'expérience. C'est-à-dire que si on demande aux gens, mais qu'est-ce que c'est? Ils vont vous répondre, c'est ceci. Donc ils peuvent non seulement le nommer, mais ils peuvent le percevoir comme un identique, et ils peuvent lui attribuer, disons par toutes sortes d'observations qui sont des prédications ou des qualités qu'ils vont lui donner, ou des quantités, ils peuvent lui attribuer des caractéristiques qui le définissent, et qui sont sans confusion. Les gens ne prennent pas un chat pour un chien, en général. Pour revenir au deuxièmement, là, les mouvements. Oui, la motricité. Il y a un moteur. Alors, dans chaque processus, il y a des moteurs différents. Je veux dire, par exemple, ce sont des moteurs mobiles. Oui, mais c'est des moteurs, ça implique une mobilité. Alors, mais peut-être le moteur lui-même est mobile. Alors, le moteur, on y viendra à ça. Il y a des moteurs mobiles et des moteurs immobiles. Donc ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que le moteur, il est porteur d'une énergie, d'un mouvement, qu'il va transmettre à la matière. Mais cette énergie et ce mouvement transmis à la matière va donner lieu à des transformations qui sont réglées, c'est-à-dire qui ne sont pas anarchiques, qui vont donner lieu, par exemple, effectivement, la graine, elle va être transformée par la chaleur de la terre et l'humidité de la terre, elle va faire pousser, elle va produire le cerisier. Donc la transformation, il y a eu le mouvement a été donné par le réchauffement, parce que pour que les graines poussent, il faut qu'il y ait une certaine température dans le sol. D'accord? Et un certain degré d'humidité, sinon ça ne pousse pas. Ou ça passe l'année, ça attend la saison suivante. Donc l'eau et la chaleur ont produit un effet moteur, d'accord? Qui va se traduire par un processus, nous on dirait un processus, qui va amener à l'émergence de la plante. Mais la plante, c'est pas n'importe quelle plante. Ça va être du sarrasin, du blé, du maïs, etc. Et le maïs, c'est pas du sarrasin, le sarrasin, c'est pas du blé, on reconnaît bien qu'il y a un objet, une configuration dans la nature qui apparaît, et qu'elle a son unicité. C'est-à-dire qu'elle est identifiable dans ses propriétés et dans sa morphologie. C'est-à-dire à la fois dans son organisation externe, mais aussi dans son économie interne. C'est-à-dire, par exemple, si on dissèque un corps humain, il n'a pas forcément la même anatomie ou la même morphologie que celui d'un reptile, vous voyez ce que je veux dire, ou d'un oiseau. Parce que le corps humain est lui-même une organisation, auquel il y a des dispositions. Donc chaque être dans la nature a ses dispositions, a son organisation propre, mais comment expliquer que justement ces organisations se conservent? Eh bien, il faut penser qu'il y a quelque chose qui dure dans les transformations de la nature, mais qu'est-ce qui dure? C'est la forme. C'est-à-dire que, disons, l'organisation formelle qui fait le chien, le chat, le crocodile ou le rhinocéros, elle ne disparaît pas. L'espèce peut disparaître, peut-être l'espèce, mais tant que l'espèce est vivante, les individus meurent, ils se reproduisent maintenant, mais tant qu'il y a des rhinocéros qui naissent, on peut dire que quelque chose d'une espèce précisément ordonnée à un certain type d'organisation formelle existe. Donc il y a une cause formelle, d'accord? Et qui donne à un existant la nature de son existence, c'est-à-dire qui détermine ce qu'il est. Vous voyez? Mais c'est Aristote, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on peut être aristotélicien. Non, mais c'est-à-dire que ça détermine ce que c'est et pas autre chose. D'accord? Alors, Aristote va ajouter à ça quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on lui a fait remarquer, mais d'où viennent les choses? Il y a des choses qui sont et des choses qui ne sont pas. Il y a des choses qui pourraient ne pas être et qui adviennent, d'accord? Et il y a des choses qui ne seront jamais, d'accord? Comment tu fais pour savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Et il va dire, mais dans la nature, il y a une dynamique particulière qui est la différence entre la puissance et l'acte, entre la dynamis et l'énergie ou l'ergon. C'est-à-dire que pour qu'un chien existe, il faut que la forme du chien existe en acte dans la nature avant qu'une chienne ait des chiots. Vous voyez? C'est-à-dire avant qu'un couple de chiens fasse des chiots, il a fallu que la forme chien existe en acte, c'est-à-dire qu'elle soit déjà une manifestation organisée d'être. Vous voyez? Alors, ici il n'y a pas de chien, vous voyez, dans cette pièce, mais un chien pourrait y venir, vous voyez, etc. Parce qu'on sait que la forme chien existe dans la nature, qu'on pourrait être amené à la rencontrer,
ou qu'on pourrait peut-être même être amené à engendrer des chiens en faisant un élevage, cette fois, des chiens, etc. Mais quelque chose de la forme préexiste à sa manifestation dans la nature, c'est-à-dire avant qu'elle soit présente en puissance, elle n'est qu'en puissance. Par exemple, mon exposé avant que j'arrive n'était qu'en puissance. Sauf que mon exposé existait en acte avant, puisque je l'avais plus ou moins écrit ou travaillé, puisque de toute façon, l'exposé, c'est de Aristote que je vous parle. Donc, certainement, pour que l'exposé soit possible, il fallait présupposer que l'œuvre d'Aristote soit présente. D'accord? Si tu ne m'aurais pas demandé de faire l'exposé si tu n'avais pas su que l'œuvre d'Aristote était présente. Maintenant, l'exposé, ça actualise l'œuvre d'Aristote ici. D'accord? Mais tant que je n'ai pas fait l'exposé, il n'était qu'en puissance. Mais l'acte, d'accord, qui l'actualise l'acte précisément, bon, peut-être vous connaissez tous Aristote mieux que moi, j'espère. Je suis pas un spécialiste d'Aristote. Hein, c'est pas mon domaine de précisément le plus précis. Hein, je suis. Mais bon, donc l'exposé, il existait en acte avant d'être et en puissance avant. Donc l'acte, c'est ce qui rend possible la manifestation, c'est-à-dire la puissance possible d'existence de quelque chose. Donc il y a des puissances qui ne s'actualisent jamais. Alors il y a des puissances qui ne s'actualisent. Comme une licorne, par exemple. Comme la forme licorne. Oui, alors parce on peut supposer qu'elle est imaginaire, c'est-à-dire qu'elle est pour former une forme impossible. Attention, quand Aristote dit qu'il y a du possible, il peut y avoir aussi de l'impossible. C'est-à-dire des choses qui sont finalement... Mais l'imaginaire, il le met du côté de l'impossible. Un certain imaginaire du côté de l'impossible, oui, puisque ça consiste à croire possible que des organisations se manifestent, alors qu'elles sont des hypothèses dénuées de valeur substantielle. Alors, donc dans la nature, il y a l'acte de la puissance, et il y a une troisième chose qu'il faut introduire. Alors, donc cette différence entre l'acte et la puissance, hein, c'est tout à fait capital, donc entre ce qui est dynamique, c'est-à-dire ce qui peut advenir et qui va advenir, et l'énergéia, ce qui advient, d'accord? Oui, ce qui advient, c'est l'énergie, hein, c'est le processus que Aristote appelle aussi entéléchie, mais bon, je n'entre pas dans, c'est un peu compliqué parce qu'il utilise deux termes pour dire l'actualisation, il dit l'énergéia. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi le problème logique. En réalité, les choses sont d'abord en puissance avant d'être en acte dans la nature. Oui, mais pour qu'elles soient en puissance et puissent devenir en acte, il faut que, antécédemment à la puissance, l'actualité ait pu déjà exister. D'accord? Sinon, elle ne se produirait jamais. D'où la nécessité de présupposer l'existence en acte des formes qui engendrent ensuite les formes dans la nature que nous connaissons. Donc il y a un raisonnement rétrospectif qui fait que, en fait, ce qui advient suppose la Mironée par la récursivité, d'un retour sur rien, d'un mouvement rétrogradient, d'accord? Mais effectivement, pour que la puissance puisse advenir, il faut présupposer qu'une actualité existe préalablement. Mais en même temps, quand c'est en puissance... C'est pas la même actualité. Non, en même temps, tant que c'est en puissance, ça n'est pas encore en acte. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes tous susceptibles de nous reproduire, d'avoir des enfants, mais tant que les enfants ne sont pas là, voilà, la semence, disons, pas l'interne de semence, elle n'a pas engendré l'enfant. On a tous des enfants ici, je pense, donc si, c'est le cas. Mais la semence, avant qu'elle n'engendre, l'enfant n'est qu'en puissance, elle n'est pas en acte. Mais pour que cette puissance puisse passer à l'acte, disons, passage à l'acte dans la psychiatrie, il faut que l'actualité existe en soi. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose en deçà de la réalisation qui existe en tant que tel. Comment appeler ça? Nous, on appellerait ça l'ADN. Eh bien, il va l'appeler substance. D'accord? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait dans la nature un principe d'organisation qui est à l'origine de tout engendrement formel et qui contient en acte la possibilité de manifestation de la forme. Et chaque fois qu'une forme se manifeste, si elle se manifeste dans l'organisation qui lui est propre, rhinocéros, chien, chat, etc., cerisier, bananier, etc., c'est parce que cette forme est une forme substantielle, c'est-à-dire une forme première. Substance, c'est un mot latin. Non, substance, ça traduit substantia, c'est ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire, en grec, on dit ousia. D'accord. Oui, d'accord, l'ousia. Mais la traduction d'ousia et substance a été, à travers l'histoire des idées philosophiques, complètement... genre Aristote a été puissamment traduit en latin, puisqu'il a été l'auteur de références sur la table du... On traduit ça par essence.
L'essence. Non, l'essence, c'est l'eidos. Ah oui, C'est la, d'accord. eidos, c'est l'essence, c'est la forme, ou la morphée. Oui, D'accord? Mais qu'on traduit en latin par essentia. oui. C'est-à-dire le principe qui fait que la chose est ce qu'elle est. Et qui peut être définie comme expliquant ce qu'elle est. L'essence, c'est deux choses à la fois. La forme ou l'essence, c'est la même chose. Hein. Ce sont deux termes substituables. La forme, c'est plutôt la conformation d'un objet, d'un être, alors que l'essence, c'est plutôt le principe qui fait qu'il est ce qu'il est. Mais c'est la même chose. Parce que le principe qui fait ce qu'il est lui donne aussi sa conformité. Est-ce que vous comprenez? Que vous le décriviez à partir de son contour, c'est-à-dire de ses formes externes, ou du principe qui lui assure son existence en tant que telle, c'est la même chose. Donc on dit essence, essentia, et en grec on dit eidos ou morphée, hein, mais les deux termes sont substituables. D'accord. Alors, si les formes existent en soi et se manifestent dans des individualités concrètes, c'est qu'il y a quelque chose de supplémentaire qu'il faut penser. Il y a quelque chose, dans la puissance si elles peuvent advenir en acte, c'est qu'il y a quelque chose qui les soutient dans leur existence et qui les fait être ce qu'elles sont. D'accord? Et ça, Aristote va l'appeler substance. D'accord? C'est-à-dire ousia. C'est-à-dire il faut présupposer qu'il y a un consistant de la consistance. Enfin, je vais le dire comme ça. Vous voyez qu'il y a un principe consistant de la consistance matérielle des formes et qui délivre leur existence et leur organisation. Alors, ce principe n'est pas un principe universel puisqu'il se manifeste à chaque fois dans des formes différentes. C'est-à-dire une multiplicité d'êtres. Il n'y a pas une substance. Il y a des multiplicités de substances dans la nature, puisqu'il y a des multiplicités d'êtres. Il y a une très très grande diversité. On ne peut pas dire que l'ousia, c'est une unicité, puisqu'elle est absolument répandue dans une multiplicité de formes. Donc, Aristote va introduire par opposition. Alors, ça permet causalité divine. Laisse Dieu, tu cherches Dieu tout de suite, mais je ne l'introduis qu'à la fin. Oui, Parce qu'Aristote jusqu'à maintenant, il l'introduit qu'à la fin. Dieu n'est pas. Simplement, ce qu'il nous montre, c'est que dans la nature, il y a des registres de permanence différents. Par exemple, il y a la sphère des étoiles fixes où les mouvements sont constants et éternels. C'est-à-dire que le Soleil, il a toujours le même mouvement. En revanche, un cerisier qui se dégrade ou qui meurt parce qu'il a une maladie, il n'a pas toujours le même mouvement. Mais en même temps, les arbres fruitiers partent leurs feuilles à l'hiver, font des fleurs, etc., des fruits après. Donc il y a une certaine permanence, mais en même temps, il y a de l'impermanence. Alors plus on va vers la Terre, c'est-à-dire le monde sublunaire entre la Lune et la Terre, plus il y a un mélange de permanence et d'impermanence. Mais plus on va vers les astres célestes, c'est-à-dire vers ce qu'on appellerait nous les planètes, plus on a des mouvements permanents. Et le mouvement le plus permanent de tous les mouvements permanents, c'est la sphère des étoiles fixes, c'est-à-dire les constellations, ce qu'on appelle les constellations, qui se déplacent toujours solidairement, selon toujours des mouvements immuables, et qui sont une image de l'éternité, du mouvement éternel. C'est un mouvement, puisqu'elles se déplacent, mais elles se déplacent toujours en restant à la même position, et donc elles sont une image mobile de l'éternité, c'est-à-dire de quelque chose qui, justement, n'est pas sujet à l'impermanence et à la transformation, mais ne s'altère jamais, c'est-à-dire des formes qui sont perpétuelles. Alors, on va revenir à la question du premier moteur après, mais effectivement, plus on va vers le monde des sphères célestes, c'est-à-dire celui des étoiles fixes, plus on va vers le haut, plus on va vers des phénomènes célestes, des cielos, du ciel, qui sont plutôt du côté de la permanence, alors que plus on va vers la Terre, plus on va vers une logique de contraire, c'est-à-dire un mélange de permanence et d'impermanence, qui est notre condition, et qui est le monde sublunaire. D'ailleurs, la Lune, à la différence du Soleil, change de forme. Le Soleil ne change jamais de forme. Oui. La Lune est sujette à transformation. À l'époque, bon, il ne veut pas expliquer ça par les explications que nous on donnerait, mais à l'œil, elle change tout le temps de forme. Alors que le Soleil apparaît toujours de la même manière. Il est très très peu. Quand il est voilé, c'est à cause de l'eau et de l'air. C'est pas à cause de sa forme propre. D'accord? Parce que d'ailleurs, avec la chaleur qu'il diffuse, d'ailleurs, ces buées s'effacent le matin, et on voit le Soleil apparaître dans sa forme propre, et qui est toujours la même. Et d'un jour à l'autre, il ne change pas de forme. Donc là, il y a des formes éternelles du côté des astres. Et du côté des étoiles fixes, qui sont le lieu où se tiennent les dieux, enfin, si on veut identifier la sphère céleste. Donc il y a cette articulation entre l'impermanence et la permanence qui est une colonne, vous voyez, une colonne verticale du monde, et qui permet d'expliquer pourquoi certaines choses durent et d'autres ne durent pas. Et en fait, mais c'est la logique des contraires, qui sépare les degrés de réalité entre eux. Oui.
Bon, alors j'en viens à la substance, donc il va introduire... Alors la différence, alors pourquoi je dis ça? Mais la substance, c'est ce qui dure dans la permanence. Et substantiel, quelque chose qui ne disparaît pas dans un monde où il y a de l'impermanence. C'est-à-dire où il y a de la corruption et des accidents. Par exemple, c'est pas parce que vous perdez une jambe que vous cessez d'être un homme, du point de vue morphologique. Ça, c'est l'accident. C'est pas parce qu'un arbre fruitier devient stérile qu'il cesse d'être l'arbre fruitier qu'il était. Ça, c'est l'accident. Maintenant, l'arbre fruitier peut mourir, il va laisser des noyaux de cerises, etc., et un cerisier nouveau va pousser. Donc la forme du cerisier, elle se conserve au-delà de la génération, du cycle génération, corruption, c'est-à-dire naissance, croissance, maturation, déclin, mort. Vous avez une conservation de la forme, en tout cas pour les formes vivantes, puisqu'elles sont prises dans ce cycle génération-transformation. Donc ce qui est substantiel, c'est ce qui dure. C'est donc la cause formelle. D'accord. La cause formelle est du côté justement de ce qui est substantiel. C'est-à-dire elle répond à la question de qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qui fait que cette chose est cela. D'accord? En latin, la quidité. Comment tu as dit? Quidité, quid est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que cette chose est ceci? Ou de quelle nature elle est? Je croyais que la cause formelle, c'était la troisième, là. Tu ramènes la troisième à la C'est la quatrième, troisième, alors. mais la cause formelle est liée à la substance, à la différence entre la substance et les accidents. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise la quatrième cause, alors? Attends, il n'en est pas encore là. Il n'en a pas C'est encore impossible de balancer les quatre causes si on ne fait pas tous ces Je développements. croyais que tu en étais là, c'est pour ça. Non, la quatrième cause, je n'en suis pas. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Aristote, ce sont ces trois causes qui structurent d'abord le discours d'Aristote. La quatrième est annexe. Très Elle est curieusement. quoi? Elle est... La quatrième n'est pas la plus présente dans ces textes. Mm. Elle apparaît, alors la question que tu posais sur la cause finale. Alors la cause finale dans le chapitre 3, elle est évoquée de la physique. Elle est présente aussi dans le traité de la génération et de la corruption, où il reprend la question. Mais c'est pas... Elle est présente aussi dans la métaphysique, les parties des animaux. Il y a plusieurs endroits où il théorise ça, où la question des quatre causes est abordée. Mais la cause finale, finalement, c'est une cause supplémentaire qui vient un peu en bordure du discours aristotélicien. C'est pas la première élaboration, c'est pas la cause finale. Pourquoi? Il y a une raison la suivante, c'est que si le monde est ordonné, de toute façon, le monde est globalement ordonné par une finalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez que les phénomènes sont ordonnés, les phénomènes sont ordonnés puisque ils ne sont pas chaotiques au sens négatif du terme, pas au sens moderne. Ils produisent des régularités. Il y a de l'organisation dans la nature, il y a des constances. Donc la nature, finalement, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle a ses cycles, elle a ses processus organisés. Donc elle est finalisée par la conservation de sa propre organisation. Donc effectivement, si on va chercher dans les phénomènes ce principe conservateur, où finalement l'organisation de la nature se reproduit malgré les dégradations, les transformations, etc., c'est qu'il y a une finalité globale qui ordonne les choses de la nature. Vers quoi vont-elles? Eh bien, elles vont vers la manifestation la plus aboutie de leur forme. D'accord? C'est là-bas, par exemple, le corps humain, jusqu'à 23 ans, il grandit, les organes se développent, le cerveau croît en puissance, en volume, etc. Nos muscles, notre masse musculaire osseuse augmente, notre vitalité, énergie, etc. Donc, toute forme va, finalement, vers, comme dans l'art, vous voyez. Alors là, souvent, Aristote prend l'exemple de l'artiste. Qu'est-ce que fait un artiste? Il prend une matière, il lui donne une forme, et il essaie de donner à cette forme la forme la plus belle, c'est-à-dire la plus aboutie dans la réalisation, en fonction du but qu'il s'est donné. C'est-à-dire, par exemple, s'il veut fabriquer un gouvernail, il va faire un gouvernail qui aura la forme la plus adaptée au type de bateau, ou s'il veut, je ne sais pas, s'il veut construire le toit d'une maison, il va choisir les matériaux, etc. Il y a l'idée la forme tend à se réaliser au mieux de sa forme, c'est-à-dire dans la plénitude de son expression. Donc il y a une finalité dans l'accomplissement de la forme. Alors cette finalité, comment la nommer? Eh bien, on va la nommer cause finale. Parce qu'effectivement, la forme n'est pas immédiatement accomplie. Elle suppose tout un procès temporel, d'accord, qui va l'amener d'une certaine manière à, disons, une sorte d'actualisation maximale qui sera, où elle atteint, on dirait, son point d'équilibre, son point, disons, de maturité, ou son apogée. Et ce processus qui accompagne tout simplement l'actualisation, on est bien d'accord, l'accomplissement de la forme, eh bien Aristote va l'appeler cause finale,
Mais cette cause finale, très souvent, il ne la distingue pas véritablement de la cause formelle. Voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la loi même de l'accomplissement d'une forme, c'est d'aller vers le meilleur de la forme, c'est-à-dire vers la plénitude de son expression. Et cette plénitude d'expression de la forme, on va l'appeler finalité, on va l'appeler cause finale. Alors dans le vivant, c'est particulièrement manifeste, puisqu'on voit bien que les organismes vivants, si on les décrit, et donc justement, on a beaucoup fait d'Aristote un précurseur de la biologie, etc., parce que la biologie est finaliste, d'une certaine façon. Tu as parlé de l'ADN, mais l'ADN ne livre pas n'importe quel message par rapport à n'importe quel processus d'organisation d'un corps vivant. Elle est d'une certaine manière finalisée, c'est-à-dire que le principe organisateur a une incidence sur le but, d'accord, ce dans quoi la forme va, ce dans quoi la chose va, ce en quoi la chose va devenir. C'est-à-dire le but, le terme, alors il y a deux sens, il y a ce en vue de quoi c'est fait, d'accord, ce en vue de quoi la chose va vers sa forme pleine, c'est-à-dire le but, et puis il y a le terme, c'est-à-dire ça a deux sens, la cause finale, c'est-à-dire le moment où le processus va s'arrêter, le télos, d'accord. Ben oui, c'est les deux. Donc il a été beaucoup discuté dans les commentateurs d'Aristote et encore aujourd'hui à l'université sur la différence entre ce double indicateur, Oui, ce en quoi la chose, polysémie du terme voilà, fin, ce en quoi la chose est, ce en vue de quoi la chose est faite, d'accord, et le terme de sa réalisation, en considérant qu'en plus il y a le but et il y a les moyens. Par exemple, si tu fais une sculpture, tu vas utiliser la pierre, ça devient un participe du but, mais elle est la matière d'une forme qui est portée par une finalité qui est donnée par l'artiste, le sculpteur, au marbre, etc. Donc il va sculpter la Donc figure qu'il a. en grec, c'est le même mot qui rend compte de ces deux sens. Non, en grec c'est télos, Télos. la finalité, qui est resté dans le mot téléologique, qu'on emploie souvent en épistémologie ou dans pathéologie, téléologique. C'est la finalité, le terme d'un processus. Oui. Alors pour Aristote, Et l'autre terme, lequel l'autre terme de la fin. La fin, alors télos, je crois qu'elle a deux sens en grec, alors là Et oui, c'est peut-être ça. je suis un peu embêté là. C'est peut-être même la même polysémie peut-être en grec. Oui, d'accord. Alors, si j'ai peut-être une fiche là où je vais le reprendre, mais je ne suis pas sûr d'avoir écrit en grec. Ce en vue de quoi c'est fait, Aristote l'identifie à la forme, c'est-à-dire à la cause formelle. Et en même temps, le but, c'est le terme, c'est-à-dire ce qui vient interrompre, c'est-à-dire le processus en accomplissement. Donc il y a, si j'ai peut-être non, j'ai le télos, mais j'ai pas l'autre terme. Mais bon, voilà, la cause finale comporte finalement les deux significations. Alors, il faut savoir qu'Aristote n'est pas est quelqu'un qui est toujours en recherche, c'est pas quelqu'un qui utilise parfois les mots dans plusieurs sens. C'est en travail. C'est pas quelqu'un qui pose un système, disons, parfaitement analysé de définition et de déduction. C'est quelqu'un qui est en travail, il est d'autant plus en travail que, disons, sa philosophie est une philosophie de la nature, c'est-à-dire une philosophie de l'observation, une philosophie des phénomènes au départ. C'est pas une métaphysique, justement, au sens où on construirait, à partir de notions abstraites, de grands principes universels, comme le faisaient justement les présocratiques ou Platon, une explication des phénomènes. Il s'agit de trouver l'explication à partir des sciences pratiques, c'est-à-dire pas de sciences théoriques, sciences contemplatives, mais de sciences d'abord qui sont des sciences empiriques, des sciences de l'expérimentation, et c'est là qu'est la première connaissance, c'est la connaissance véritable. Alors, il manque à tout ça peut-être un certain nombre de choses, je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave, je vais regarder. Je ne peux pas retrouver les deux termes en grec, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien sûr qu'il y a Est-ce que je peux me permettre de proposer quelque chose? Il Oui. me semble que ce que vous évoquez, c'est la question de la finalité et du hasard, c'est-à-dire Oui. de l'automatone Oui. et du télos. Oui, À oui. partir du moment où il n'y a pas de télos, il y a quelque chose qui est au hasard, un automatone, Oui, et qui effectivement n'a plus de cause efficiente. oui, effectivement, alors cette notion existe. Permettez, Oui, non, vous avez très bien fait effectivement, Aristote fait cette distinction entre le hasard et la finalité, entre l'automatone, pas dans le sens que Lacan lui donne un sens beaucoup plus trivial, enfin, justement ce qui n'a pas de finalité, qui se produit sans finalité, qui existe dans la nature, qui est du côté des accidents de la substance, justement. En
opposition à la finalité, où le processus organisé, justement, même s'il y a des accidents, va continuer, c'est-à-dire va se conserver. C'est effectivement, vous avez raison. Donc le hasard, oui, voilà, vous avez bien fait. Mais c'est pas, ça ne donne pas la clé de le double sens du mot télos, c'est-à-dire de la cause finale. Effectivement, on oppose l'automaton à la finalité, au télos, mais le mot télos dans sa distinction, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il indique un terme, c'est-à-dire un moment de finitude, quelque chose est accompli, et puis par ailleurs, ce en vue de quoi un processus se déroule, c'est-à-dire en vue de quelle finalité. Ah oui, d'accord. C'est ça, ça reste pas. Oui, d'accord. Alors ce double sens existe, enfin ce sens conjoint, c'est pas un double sens. Un sens conjoint existe dans les descriptions qu'Aristote peut lui-même faire, et la définition de la cause finale. C'est pas une ambiguïté qu'il méconnaît. C'est une dimension double de la signification qui est inhérente au concept même de cause finale. Alors, et qui est plus particulièrement présent, effectivement, dans les phénomènes organiques et biologiques. Hein. Et là, Aristote le voit. Alors, Aristote a été tout à fait le premier inventeur de la botanique, de la zoologie, c'est le premier à comparer les organismes vivants, c'est le premier à comparer les plantes. Il y a vraiment un travail de naturaliste, on dirait. Quoiqu'il n'ait pas cherché vraiment une classification générale, il ne s'appelle pas Linné, etc., au Buffon, mais il a quand même eu une investigation systématique des formes naturelles, établissant des différences spécifiques, et pas vraiment des classifications générales, mais distinguant des ordres dans le vivant. Par exemple, le végétal, l'animal et l'humain ne sont pas au même registre. Hein. Le végétal, c'est l'âme végétative, l'animal, c'est l'âme perceptive, et l'humain, c'est l'âme agissante, active, qui se représente, disons, qui est douée d'une volonté délibérée. Donc il y a des degrés, disons, dans le vivant, par exemple, qui vont permettre effectivement d'établir des classes d'éléments, ou des classes d'organismes, des classes d'êtres, etc. Comment tu situerais, par exemple, j'essaye de me repérer dans ces éléments de cause finale, des villageois ont une petite rivière qui passe devant chez eux, ils font un barrage, parce que comme ça ils vont avoir davantage d'eau, ils vont augmenter leur culture. La productivité de leur culture. Bon, ça on peut dire que c'est la finalité qu'ils recherchent. Oui. Sauf qu'en aval, le village qui est beaucoup plus en bas, il risque de ne plus avoir d'eau et donc de dépérir. Oui. Bon, comment situent ces éléments de finalité? Je sais pas, je le dis pas bien, mais... Non, si, tu le dis très bien, je comprends très bien. Enfin, moi, je peux comprendre. Alors, déjà, là, on est dans une finalité qui est la finalité de la techné, c'est-à-dire celle de l'art. En grec, oui, c'est différent. Les finalités humaines sont des finalités choisies, délibérées. Ce sont pas, pas celles qui nous intéressent. Voilà, qui sont liées au désir humain. Oui, non, mais c'est lié au désir humain. Oui. Donc la manière dont elles agissent sur les phénomènes de la nature est liée aux intentions et au désir humain et aux finalités humaines, qui sont des finalités qui leur sont propres. Et ça, il ne s'est pas intéressé. Si, mais dans la politique et l'éthique. Ah. D'accord, là on est dans la physique. Il ne s'agit pas d'analyser, disons, tu ne m'as pas demandé de faire un exposé sur la politique et l'éthique d'Aristote. Écoute, tu fais le mois prochain. Tu m'as demandé de parler du problème de la finalité, et le problème de la finalité, c'est avant tout, je fais l'idiot, mais c'est avant tout la physique. On part d'abord de la physique. Aristote n'a écrit politique, éthique et métaphysique qu'après. C'est d'abord quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui dit que la connaissance doit procéder à l'analyse du monde naturel, c'est-à-dire Oui, mais nous, on est bien obligé de connecter ces quatre éléments de cause qui sont développés sur la physique. On est bien, nous, obligés de les ramener à l'humain et à ce qu'on entend. Donc c'est pour ça que je te donnais cet exemple de ces deux villages. Alors, il y a quand même deux registres, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux registres. Les finalités de la technique, qui sont des finalités délibérées et choisies par la volonté humaine, ne sont pas au même registre que les processus, disons, auto-organisés de la nature, processus d'organisation de la nature. Ils sont à l'image des processus de la nature. Oui. Hein, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'Aristote a toujours cette phrase, c'est que l'art imite la nature. Hein, c'est peut-être à ça que tu veux en venir. L'art imite la nature. C'est-à-dire quand nous agissons à construire un barrage, nous imitons la nature. Oui. C'est-à-dire avec des finalités qui sont les nôtres, d'accord, oui, qui ne sont pas dépourvues d'intérêt naturel, puisque augmenter la productivité des récoltes, effectivement, ça lié à la conservation du vivant, mais à partir d'un processus d'action
qui n'est pas le même que celui de la nature. L'humanité agit délibérément, elle n'agit pas. Le rapport passivité-activité, alors j'ai oublié de parler de ça, évidemment, il y a un couple de contraires qui est majeur dans la philosophie d'Aristote, c'est activité, passivité et la privation. Hein. Mais bon, d'accord, bon, c'est une question qu'il aurait fallu aborder, sur laquelle il y a eu beaucoup de développement. La nature est un mélange de patient et d'agent, d'accord? Il y a des phénomènes agents et des phénomènes patients. Bon, l'être humain aussi peut être en position d'être patient ou agent. Par exemple, il peut subir la nature ou il peut agir sur elle, d'accord? Mais l'activité humaine, l'action humaine, quand nous en sommes à l'origine, elle imite la nature parce qu'elle ne peut pas agir, elle ne peut pas agir hors du monde naturel puisque nous appartenons à cette nature. Mais la manière dont elle agit n'est pas à l'identique de la nature parce qu'elle choisit des fins qu'elle se donne de manière délibérative. Et la délibération. Mais là, tu reparles bien des fins. Donc, est-ce que mais en même temps, alors attends, mais en même temps, l'être humain ne peut pas agir hors d'un modèle de finalité qui est celui que l'organisation de la nature lui donne. Ça, c'est le complément. C'est-à-dire que la finalité humaine est une finalité qui peut exister par liberté, c'est-à-dire qui n'est pas causée par des causes externes qui supposent que l'agent de l'action soit l'être humain, c'est-à-dire qu'il est producteur d'une forme dont il est à l'initiative. Le barrage, dans la nature, si les castors font des barrages, bon, mais oui, non mais... oui. Donc voilà, mais ça a longtemps été dit, c'est-à-dire que toutes les créations techniques de l'homme partent d'une observation de la nature, dont elles vont détourner, disons, les processus pour les utiliser à leur fin, d'accord? Mais ça reste quand même des fins qui sont dérivées des finalités naturelles. Même l'énergie nucléaire, elle est en partie... je veux dire, sur le Soleil, il y a des réactions nucléaires. Enfin, je veux dire, c'est des explosions atomiques. Il y a des processus d'explosion atomique naturelle dans la nature. Il y en a eu sur la Terre aussi. Donc, effectivement, je prends un exemple tout à fait anachronique, hein, mais on peut dire que même quand on détourne les énergies de la nature ou les processus de la nature pour nos propres fins, après tout pour produire de l'énergie pour notre propre subsistance, mais on fait ce que tout le vivant fait. Le vivant aussi est ému oui, par... mais donc du coup, est-ce qu'on ne lève pas une espèce de lièvre qui serait plusieurs types de finalités suivant qu'on est sur le village en amont ou sur le village en aval? Oui, alors parce que le système, les conditions causales de l'existence des deux villages humains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que du fait de la différence de niveau, enfin d'être en aval, en amont de la rivière, bien sûr. Cela dit, les deux villages peuvent s'accorder, ils peuvent se contredire. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, dans la nature, il y a des jeux de contrariété et des jeux de force, hein, comme je l'ai rappelé entre les éléments, mais entre les groupes humains ou les individus humains, on va trouver des processus similaires. Il peut y avoir de la concorde, de l'accord, ou il peut y avoir du conflit et de la contradiction. Il peut y avoir de la préservation, il peut y avoir de la guerre et de la destruction. Finalement, les phénomènes de conservation ou de génération, conservation, ou destruction, dégradation, existe tout autant dans l'action humaine. Voilà. D'accord? Oui. Non, mais là, ta question, je voulais en venir à ça, mais j'attendais qu'elle émerge. En un certain sens, si l'homme a une certaine indépendance sur la causalité naturelle, parce qu'il est susceptible d'agencer par lui-même sa propre causalité, cette causalité qu'il agence ne peut pas être absolument étrangère aux finalités de la nature. Elle doit non seulement s'aligner sur elle, etc., mais c'est son modèle en réalité. C'est-à-dire, par exemple, la santé, c'est un modèle d'équilibre, par exemple alimentaire, mais c'est un modèle d'équilibre qui suppose, on va le trouver en quoi? Les équilibres dans la nature, par exemple, les équilibres des fluides, enfin, on s'appelle des humeurs, par exemple, quelque chose qui est lié à des processus naturels, hein, les 4 humeurs, etc. Donc, effectivement, l'action humaine, elle n'est pas indépendante de la nature, elle est au sein de la nature. La seule différence, c'est qu'elle possède une puissance intellectuelle de compréhension des agencements de la nature que n'ont pas les autres êtres vivants. C'est-à-dire cette faculté, cet intellect que nous avons, qui est immortel, que chacun d'entre nous possède individuellement. Mais pour Aristote, il n'y a pas d'immortalité individuelle. C'est l'intellect agent qui est immortel en nous. Et cette part d'intelligence qui est en nous liée à l'immortalité, à l'éternité, nous permet effectivement d'agir sur la nature à un niveau de compréhension et à un niveau, disons, d'activité qui est supérieur à toutes les autres espèces vivantes existantes. Hein, ça c'est clair. Oui, même au point de détruire la planète. Oui, mais parce que... Alors, mais ça c'est une question.
Pour Aristote, l'action humaine ne pouvait pas ne pas s'inscrire autrement que dans les cycles de la nature. Elle était bornée par la finitude et les limites de la nature. Par exemple, on ne pouvait pas aller au-delà des saisons. Il fallait respecter le cycle des saisons en agriculture, etc. Donc, la nature donnait à l'homme, d'une certaine façon, un ordre, un ensemble ordonné, qui était le modèle même de l'action morale à lequel l'homme devait, disons, devait observer. C'est-à-dire que la nature à la fois nous contient et en même temps est le modèle même des finalités, que le modèle moral, enfin le modèle à travers la finalité, enfin l'ordre finalisé des processus naturels, de ce qu'est l'action morale ou politique quand elle est équilibrée et finalisée doit être. Donc la nature est le modèle de l'action humaine. C'est vrai, sauf que cette finalité de la nature, elle est transformée, puisqu'on arrive même à transformer les saisons. Oui, mais ça, Aristote ne pensait pas ça Oui, possible. Aristote ne pensait pas ça possible, et il pensait d'ailleurs que l'homme ne pouvait pas agir sur les limites du monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fini et ordonné, que l'homme peut comprendre et dans lequel il a sa place, mais il ne peut pas de lui-même renverser cet ordre des choses et cet ordre du monde. Alors ça, c'est tout à fait important. La nature, c'est la première puissance qui délivre l'existence et les limites de l'existence. Elle ne saurait, nous ne saurions nous penser comme dans une condition extra-naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le christianisme, il n'y a pas cette idée que l'homme se serait arraché à la nature pour exister dans sa sphère propre d'existence et d'influence, indépendamment du modèle naturel et des régulations naturelles. Donc effectivement, l'homme, quand il équilibre son action, eh bien, il doit se fier aux équilibres que la nature lui présente et à ses propres régularités. Donc, par exemple, dans l'art, Aristote est quand même assez en matière de valeur esthétique, c'est l'art classique, c'est-à-dire que l'art imite la nature, c'est-à-dire qu'une action fictive, vous voyez, une action fictive au théâtre, elle n'est intéressante et belle que quand elle montre des sentiments qui ont été vraiment vécus par des personnes et qui correspondent à un certain ordre naturel. C'est-à-dire que l'équilibre et l'harmonie nous viennent de la nature si nous suivons ses lois et ses règles. Alors évidemment, le monde sublunaire est contradictoire, parce qu'il est déchiré entre permanence et impermanence, mais quand on regarde du côté des formes éternelles et immortelles, c'est-à-dire la régularité des astres, on a l'idée d'un monde, disons, qui est réglé par des lois éternelles, immuables, et qui vont non pas vers la destruction, mais qui vont vers le bien, c'est-à-dire qui vont vers toujours l'expression la plus aboutie de la forme et de la régularité. Donc l'homme qui détruit... C'est le bien. Oui, c'est une finalité qui est le bien. Le bien étant pensé comme un bien intrinsèque, c'est-à-dire un bien qui est finalement l'équilibre, on pourrait dire. Il y a des valeurs d'harmonie et d'équilibre qui sont inhérentes à la nature et de permanence, mais plus on va vers le monde supralunaire, qui est un monde où la nature n'est pas contradictoire. Alors que dans le monde sublunaire, la nature est livrée à des processus contradictoires de conservation et de dégradation, et qui sont aussi ceux de l'expérience humaine. Mais ils sont aussi délimités par un ordre cosmique global, où il y a effectivement cette sphère de l'éternité qui nous contient et qui nous délimite. Alors, je vais quand même faire, pour complémenter, répondre à ta question. Évidemment, il y a un moment, Aristote se demande quelle est la nature de ce premier moteur. Effectivement. Et c'est la fin de la métaphysique, enfin du livre de la métaphysique. Et il va développer une étude entière sur la question théologique. C'est-à-dire qu'il va nommer ce premier moteur, c'est effectivement un premier moteur qu'on peut penser comme un processus mécanique. Parce que pour engendrer du mouvement, il faut une force qui engendre le mouvement. Une chose matérielle. Mais en même temps, qu'est-ce qui a engendré le mouvement au départ? Il y a un point de commencement. Donc il y a un moteur immobile qui a engendré le mouvement. Ce moteur immobile, il serait une cause première. Il serait le principe qui engendrait le mouvement même. Et donc, comment le nommer? On va le nommer avec le concept de théos. Enfin, c'est-à-dire, il introduit ce... Oui, à la fin de la métaphysique, tout le dernier chapitre de la métaphysique est consacré à la question théologique, où il va identifier cette cause première, qui serait le premier mouvement dans la nature, qui aurait mis en mouvement la nature dans ses finalités. Il va l'identifier à un principe premier qui est un théos, qui est un principe supérieur. Mais c'est un théos, Ce n'est pas un Dieu humanisé. C'est pas un Dieu créateur. Il n'a pas créé le monde, il l'a mis en mouvement. Il n'est pas humain, absolument pas. Il n'a rien à voir, il n'est pas anthropomorphique. Et il ne se soucie
pas de la destinée des êtres humains. Il n'est pas un Dieu providentiel non plus. Oui. C'est une cause première qui a engendré. Donc ça n'a rien à voir avec les dieux de sa mythologie locale. Alors, il peut toujours penser que dans les manifestations des diverses formes de la nature, il y a des dieux. Mais ils ne sont pas les créateurs du monde. Ce sont eux-mêmes des phénomènes de la nature, enfin de la nature générale. On peut toujours penser, mais Aristote n'est pas très intéressé par le polythéisme, enfin, simplement puisque les gens considèrent qu'il y a des dieux, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont d'ordre divin, effectivement, qui sont l'expression de ces créatures qui sont une part d'éternité et de nature, mais c'est pas ce qu'il obsède, enfin c'est pas la question. D'ailleurs les Grecs ne sont pas obsédés par la question, on a une vision un peu caricaturale du polythéisme, la religion des Grecs, comme s'ils étaient obsédés par l'existence des dieux. C'est pas leur problème, l'existence. Il y a des dieux comme il y a des singes, comme il y a des chats, des poissons, etc. Non mais j'exagère un peu. Les dieux interviennent plus ou moins comme des parasites ou comme des alliés dans la vie humaine. Eux-mêmes sont soumis à des lois qui limitent leur pouvoir et leur puissance, mais c'est pas le monde divin n'est pas là pour servir le monde humain et d'une certaine manière résoudre ses problèmes et intervenir. C'est quelque chose de tout à fait... Les Grecs s'en emparent essentiellement dans le théâtre. Oui, ils s'en emparent dans le théâtre aussi. Donc faudrait un peu revisiter, mais ça demande de travailler. Paul Veyne avait écrit un bouquin qui vient de mourir sur les Grecs ont-ils cru à leur Dieu. C'est intéressant parce que justement il montrait que c'est pas le rapport. On appelle religion, on a un peu un concept religieux, un peu attrape-tout, mais disons que ce qu'on appelle le polythéisme ou paganisme, c'est peut-être pas exactement le même régime de rapport au divin ou à la divinité que celui qui a pu se jouer dans les religions monothéistes. C'est pas de même nature. Donc il faudrait introduire. D'autant plus que pour les Grecs, les dieux sont des éléments de la nature. Quand Héraclite invite quelqu'un dans sa cuisine, il dit mais entrez. Et les gens ne veulent pas entrer, il dit mais ici aussi il y a plein de dieux. C'est-à-dire que c'est pas. Le Dieu est partie prenante du monde naturel, c'est un phénomène parmi d'autres, alors qui est doté effectivement d'attributs d'éternité. Mais bon. Alors, j'ai une question, je pense, assez difficile, je ne sais pas si tu saurais y répondre. Est-ce que tu saurais raconter un phénomène qui raconterait 1, 2, 3, 4 Alors, on ne peut pas dire 1, 2, 3, 4, parce que les 4 causes sont toujours entremêlées. Oui. Il n'y a pas la matière seule, il n'y a jamais la matière seule. Par exemple, l'eau, elle s'écoule dans un fleuve. Le phénomène du fleuve et de l'écoulement, c'est pas l'eau toute seule. C'est l'eau dans un certain environnement terrestre, géologique, d'accord, avec des processus d'écoulement, de condensation, de précipitation, etc. Donc il n'y a jamais la matière d'un côté, la forme de l'autre, la cause motrice, l'accomplissement et la finalité. En fait, c'est un processus dans lequel les 4 causes sont toujours entrelacées. Alors, je vais essayer de le schématiser. C'est-à-dire que on pourrait dire que quand la manifestation se présente, il y a quelque chose qui s'actualise, mais c'est quelque chose qui s'actualise, qui était préalablement en puissance. Donc, en fait, c'est une forme qui s'actualise. Donc, elle a existé en puissance avant d'être en acte. Donc pour comprendre ce qui s'actualise, tu es obligé d'anticiper de façon rétrogradiente, de trouver à travers les caractéristiques de la forme apparente sa raison d'être. Donc tu vas faire une hypothèse. Tu vas faire une hypothèse sur la nature de la chose. L'hypothèse, c'est la question qu'on pose où on suppose que la manifestation correspond à une certaine organisation formelle. On part en arrière. Bien sûr. En Mais en même temps, quand tu anticipes du devenir du processus, c'est-à-dire quand tu sais qu'il y a les fleurs sur le cerisier, et bien tu auras des fruits peu après, tout simplement, on va prendre ça, et bien là tu anticipes sur l'accomplissement, c'est-à-dire sur la cause finale, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas penser, Aristote ne sépare pas, c'est pas d'ordre de la séparation, on est dans un monde où les choses sont interdépendantes, on dirait interactives et composées, et intégrées les unes dans les autres. Ce n'est pas des processus disjoints. Le monde n'est pas fait de processus qui sont, disons, juxtaposés. C'est une complexité où nous, on dirait que les jeux de force travaillent toujours les uns à l'encontre ou avec les autres. C'est des entrelacements de causalité. Il n'y a pas une causalité linéaire. Il y a des processus de causalité successifs, mais les causes sont toujours entrelacées. Alors on pourrait dire que la finalité, si tu veux, si tu mets la forme, la matière, l'acte et la puissance, tu vois, si tu mets
Je vais le dessiner, Oui. non? Oui, si tu as un Oui, feu. j'ai plusieurs feuilles. Non, mais juste j'ai pas besoin d'un grand schéma. Oui, mais là, nos têtes empêchent de voir. D'accord. Ça va, c'est Ouais. pas. Oui, Ah, oui, oui, très oui, bien. oui. Bon, d'accord. Non, mais j'ai pas besoin de faire un immense schéma, donne-moi juste un. On pourrait dire, pour répondre à ta question, si on prend les concepts d'Aristote, les différents concepts, si on les met en regard, il y a la matière. Moi, j'ai tendance à faire il y a la puissance. D'accord. Il y a l'acte, l'actualisation, ou l'acte ou l'actualisation. Et puis il y a la forme. D'accord. Donc les quatre sont articulés. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? On pourrait mettre la finalité, puisque la nature, globalement, est un ordre organisé. C'est-à-dire que la nature est un cosmos. C'est-à-dire que c'est un ordre global. Donc il fait forme, puissance, acte, jouent ensemble. Mais jouent ensemble tous les quatre par rapport à la finalité. C'est-à-dire que tout accomplissement en acte d'une puissance qui suppose l'alliance entre une famille, une matière et une forme, parce qu'il n'y a jamais la matière sans la forme ou la forme sans la matière. Donc ça c'est toujours un ensemble, ça s'appelle un sunolone. Ça c'est un sunolone. Eh bien, l'articulation puissance, acte, matière, forme est toujours finalement pivote d'une certaine manière chez Aristote, même s'il ne la thématise pas, ce n'est pas la cause qu'il thématise le plus, est toujours ordonnée à la finalité. C'est-à-dire à un processus de transformation et de devenir qui est réglé par anticipation de ce vers quoi il va advenir. Effectivement. Alors on pourrait dire que c'est une théorie qui est anthropologique en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature dont il est question. On pourrait dire qu'en réalité ce que Aristote décrit, c'est le psychisme humain en regard de sa propre activité. C'est-à-dire on va arracher tout ce modèle à la nature, on va le psychologiser, ce qu'Aristote ne fait pas, sauf dans la théorie de l'âme. Mais la théorie de l'âme d'Aristote, même il a traité de l'âme, qui est aussi le traité de l'âme humaine, mais ce n'est pas une psychologie au sens moderne, etc. Mais on pourrait dire qu'effectivement le dispositif aristotélique social ne fait que décrire une organisation psychique qui est propre à l'homme et qu'il transpose sur la nature, d'une certaine façon, et qui devient, en considérant qu'effectivement il n'y a pas de finalité dans la nature, ce que certains soutiendraient aujourd'hui, mais que le finalisme est toujours l'anticipation par la volonté humaine d'une finalité qui est liée au désir humain. Mais la nature n'est pas structurée par la finalité. Alors effectivement, ça a été une des ruptures de la physique moderne, d'abandonner justement l'idée qu'il y avait toujours une articulation entre une forme et une matière prédonnée, oui, et que donc la finalité était prévisible. En physique, on a rompu avec ça. Mais pas en biologie. En biologie, ça reste très puissamment. Hein. Quand tu as parlé de l'ADN, l'ADN, ça a un rapport avec la puissance et l'acte, sachant que tout de l'ADN ne s'exprime pas. Oui, c'est-à-dire le génotype ne s'exprime pas intégralement dans le phénotype, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en acte, l'ADN n'est pas intégralement exprimé. En même temps, elle est finalisée, l'ADN, puisqu'elle est l'information contenue dans les éléments du code, comment on appelle ça, j'ai oublié, les codons, enfin je crois que c'est les codons, ils ont chacun une finalité par rapport à la production d'un type de protéines, pour un type de conservation et de reproduction cellulaire donnée, pour alimenter la machine de reproduction cellulaire donnée. Donc effectivement, on pourrait dire ça, mais bon évidemment tout ça c'est des enjeux de la réception et de la critique d'Aristote, mais dans un monde qui n'est plus celui d'Aristote. On n'est plus du tout dans le monde d'Aristote, ça c'est absolument clair. Enfin, alors, cela dit, il n'y a pas ce principe ordonnateur d'un bien ou d'une harmonie, vous voyez, chaque chose chez Aristote tend à l'expression du meilleur de sa forme. Donc la finalité là est une finalité qui est presque esthétique, pour dire qu'il y a dans la nature un principe d'organisation qui est... C'est pas seulement le bien. Platon avait dit que le beau et le bien c'était conjugué, mais chez Aristote, il y a quelque chose d'une recherche d'harmonie et d'équilibre dans le bien chez Aristote. Mais parce que justement, il montre que la nature recherche elle-même, à travers sa propre conservation et reproduction, des processus d'équilibre. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que justement, que tu évoques la dimension esthétique.
Oui. Parce que finalement, est-ce que nous, dans notre processus analytique, le nôtre et dans le travail qu'on écoute, est-ce qu'il n'y a pas justement cette recherche esthétique dans la finalité? Peut-être. Où c'est vrai qu'on est amené, nous, enfin, dans notre écoute, à être très axé sur la. On est très fixé justement sur une façon de raconter presque esthétiquement un symptôme. Et on va être éventuellement amené à raconter la structure passée qui a donné lieu à ce symptôme. Donc on remonte, et c'est presque une esthétique en fait. Oui. Alors esthétique, tu as la sensibilité. Dans l'esthétique, tu n'as pas simplement le concept esthétique au sens des normes du beau. Hein. Tu as aussi l'expérience sensible, le sensible en tant qu'il est corrélatif, la dimension affective, on dirait, dans un langage plus moderne. Les Grecs parlaient d'esthésis, c'est la sensibilité, mais dans un sens pas limitatif. C'était pas. Ça pouvait être aussi les émotions qui étaient liées aussi aux sensibles, hein, les émotions. Les émotions, par exemple, sont liées aux humeurs, le chaud, le froid, le sec, etc. Donc, chez Aristote, tout ça est conjugué. Il n'y a pas d'un côté une âme qui serait, disons, des exercices spirituels liés à la recherche de l'art, et puis par ailleurs une nature corporelle. Il y a un continuum entre l'âme humaine. D'ailleurs, l'âme humaine n'est pas foncièrement différente de l'âme animale. L'animal possède aussi des capacités de représentation, par exemple, etc. Bon, chez l'être humain, il y a l'intellect, mais ça, l'animal l'a pas. Mais dit de sa mère, chez Aristote, les choses sont les unes dans les autres. Donc, la recherche, disons, esthétique, elle fait partie du monde naturel. Or, la nature est aussi mue par cette recherche d'équilibre et d'harmonie. J'ai une petite question après. Oui, allez-y, vas-y. Excusez-moi, non, c'est passionnant, ouais. Juste une question. Donc, comment interpréter l'irruption d'un accident dû à des multiples causes, multiples facteurs? C'est un retour à l'équilibre, alors, un retour brutal à l'équilibre il y a différentes. L'accident, vous parlez de l'accident, c'est-à-dire non pas la corruption d'une organisation qui peut être liée à son vieillissement, par exemple, ou à la maladie, etc. Vous voyez, c'est pas de ça dont vous parlez, c'est pas du mouvement de corruption. Vous parlez de l'accident. L'accident, c'est une causalité qui enfin, je sais pas, Aristote a du mal avec l'accident, mais il y a des accidents. C'est-à-dire qu'il y a des causalités imprévues qui ne sont pas. C'est-à-dire, en général, l'accident, c'est quand deux causalités se rencontrent d'une façon non nécessaire. C'est quelque chose qui aurait dû ne pas se produire, qui aurait pu ne pas se produire et qui s'est produit. Alors, effectivement, la nature, en tout cas dans le monde sublunaire, il y a des irrégularités. Donc il y a des choses qui peuvent se produire, qui n'auraient pas dû se produire. Qui n'est pas prévisible. Et qui ne sont pas prévisibles, elles ne sont pas prédictibles, bien sûr. Donc du point de vue de la finalité, elles sont plus de l'ordre du hasard que de la régularité. Mais elles n'auraient pas dû se produire. L'accident, c'est ce qui... je veux dire, je glisse en vélo avec mon vélo, je me casse la figure, je casse le bras, ce n'est pas ce qui devait se produire. C'est-à-dire que l'accident n'est pas déterminé par le processus normal de l'évolution naturelle. Il est quelque chose qui l'interrompt d'une manière non prévue et disons, c'est un peu compliqué ça. C'est l'ordre du contingent. C'est la contingence, c'est la question du contingent. Alors, dans la nature, il y a de la nécessité du possible et du contingent. Il y a 3 degrés. Et de l'impossible, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça, il faudrait rappeler les modalités. Alors, mais là, on entre dans toute la problématique logique. C'est-à-dire que là, je m'en suis tenu pour parler de la cause finale, qui est une question physicaliste, d'accord, au départ, au début de la philosophie d'Aristote, dans son ancrage dans la physique. Alors, je n'ai pas développé toute la dimension métaphysique de cette philosophie, mais qui vient après. Non, mais j'aurais pu le prendre par le biais métaphysique, mais je ne l'ai pas pris. Et puis, il y a tout le biais logique ou rhétorique, bien sûr, c'est-à-dire disons, les formes du raisonnement et de la connaissance et la formalisation de ces questions, avec toutes les questions d'analyse en termes logiques. Qu'est-ce qu'un accident? Qu'est-ce que le possible? Qu'est-ce que l'impossible? Qu'est-ce que le contingent? Qu'est-ce que le nécessaire? Et qui vient, qui est une autre strate du dispositif aristotélicien, mais qui n'est pas premier. Pour Aristote, ce qui est premier... J'ai une question. Le moteur immobile. Oui. Immobile, c'est une connotation d'espace et de temps. Mais en fait, son moteur immobile, si j'ai bien compris, il ne se situe ni dans le temps ni dans l'espace. Non, il est la limite même du monde. Il est la limite même du monde. Il n'est ni dans le temps ni dans l'espace.
puisqu'il n'y a pas de déroulement. Il n'est pas en mouvement lui-même. C'est le premier moteur du mouvement, mais immobile. Lui-même est immobile. Ouais. Donc il a un point de perfection. Il a un point de perfection, puisqu'en fait. Parce que si on se- immobile, c'est ambigu, quoi, finalement. Pourquoi Parce que mobile, je pense à l'espace, et immobile, l'espace, et puis c'est le mobile, c'est le temps aussi, enfin, Oui, le mouvement. Bien sûr. Alors que s'il n'est hors espace-temps, il faut trouver un autre mot, quoi. Mais pour Aristote, il est le contraire du mobile, c'est-à-dire qu'il est la conservation absolue, donc il est le point d'éternité même. Mhm. Il ne connaissait pas Einstein, en fait. Mais c'est une éternité qui est à l'origine de la temporalité, en tant qu'elle elle lui est contraire en réalité. Mais dans cette temporalité, il y a différents régimes. Il y a des régimes de temporalité qui sont du côté d'une régularité qui symbolise l'éternité, et il y a des régimes de temporalité qui sont du côté de l'accident, de la dégradation, qui sont à l'inverse. C'est-à-dire que le monde contient cette logique des contraires dont j'ai parlé au départ, qui est inscrite même dans les lois de la matière. Ces transformations qui sont dans la matière, les jeux de contraires, et qui sont à l'origine même des dynamiques. Le Dieu immobile, il n'a pas de contraire. Enfin, s'il introduit quelque chose de ce qui lui est contraire à l'intérieur, enfin, mais non, puisqu'il ne crée pas le monde, il le met en mouvement. Il n'en est même pas la cause productrice, au sens, c'est pas un Dieu artisan, c'est pas un démiurge. C'est un principe, c'est le premier principe de tout mouvement, du côté d'une immobilité qui est le point d'éternité chez Aristote. Il y a un point d'éternité. Quelque chose, c'est-à-dire un point qui est exempt de toute corruption, absolument. C'est vachement intéressant. Moi, je voudrais Le bien. fait que ça soit pas C'est un le dieu. bien même, hein, c'est le bien même, parce que effectivement Aristote dirait que sur le plan de la vertu, quand est-ce que justement on se sent bien, quand on est d'une certaine manière, on a atteint un point d'équilibre dans sa propre existence, où on a l'impression d'une grande constance. D'ailleurs, ce qu'il définit comme la vertu, c'est un certain équilibre de conduite qui implique une autodétermination et des résolutions qui amènent à une existence constante. C'est-à-dire l'homme vertu, c'est celui qui a une ligne de conduite qui est constante. Ah oui, mais c'est du côté du premier principe. Alors là, je vais du côté de l'éthique et de la politique. On est du côté de ce premier principe immobile, hein, puisque un homme constant, c'est celui qui se fie à des principes équilibrés, vous voyez, qui prend des décisions équilibrées, mesurées, et qui est constant, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de conduite. C'est ça la vertu. Mais avoir une ligne de conduite, c'est dans le mouvement, dans le mouvement et la transformation, c'est justement être du côté de quelque chose qui est du côté d'une certaine éternité. On dirait d'une certaine constance du caractère, ou nous on dirait d'une certaine résolution au sens moral. Mais effectivement, on retrouve, c'était la question que tu posais, on retrouve dans les motifs même de l'action humaine, et ce qui motive l'action humaine, on retrouve cette recherche de ce point d'éternité. De même que la connaissance, quand on cherche une science plus théorique que la science naturelle, quand on va vers l'astronomie ou la physique mathématisée, eh bien on cherche des principes constants. On ne cherche pas justement à des principes qui expliquent simplement le mouvement, on cherche d'aller vers des principes qui sont du côté de la permanence. Donc on va vers ce principe d'éternité, ce premier moteur immobile. J'aimerais bien que Pierre avait quelque chose à nous dire. Oui, j'aurais bien voulu qu'on revienne sur cette question du télos, parce que, en définitive, qu'est-ce que c'est que cette question de la cause? La cause, c'est parce qu'il y a un sujet qui se demande le pourquoi de quelque chose. Oui. Oui. Donc, c'est ça la cause. La cause, elle est indépendante du sujet. Oui. En tant qu'elle est indépendante du sujet, effectivement, elle existe bien sur ces 4 plans qui sont les 4 plans d'Aristote. Et en particulier, cette question du télos, qui est à la fois le premier principe, si j'ai bien compris, et en même temps la finalité, c'est-à-dire ce qu'on va chercher à obtenir. Oui. Le sujet, donc, dans sa recherche de la cause, fabrique la finalité. Oui. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur la double définition du télos. Ah oui, alors bon, ça... Et là, ça rejoint le travail analytique. Oui, ça rejoindrait le travail analytique, effectivement. Mais parce qu'à ce moment-là, ça dépend. C'est-à-dire que ce que vous tendez à faire, c'est, d'une certaine façon, c'est à mettre sur le plan du psychisme humain. C'est-à-dire finalement, ce que vous faites, ce que vous faites vous et ce que faisait Jacques dans sa question,
c'est attirer la finalité du côté de la causalité psychique, hein, je vais le dire d'une certaine façon, hein, je vais le dire comme ça. C'est comme ça que je le comprends. Bon, alors effectivement, c'est une façon qu'on peut avoir de dire Aristote, bien entendu, mais on force d'une certaine façon son dispositif. Mais vous avez bien raison de dire qu'effectivement, la question du pourquoi, elle est posée par le... pourquoi, effectivement, c'est la question porte sur la cause, pourquoi ceci, et pourquoi comme cela, et pourquoi maintenant, etc. La question sur la causalité, qui interroge la possibilité d'ailleurs de l'existence d'un sujet de la causalité. Oui. Vous l'avez bien dit. Hein, parce que je dis pourquoi ceci, et pourquoi c'est comme ça. Le sujet de la causalité, le sujet c'est l'ousia, hein, chez Aristote, c'est l'hypokaimenon, c'est-à-dire c'est effectivement la cause formelle qui est sous-jacente à la manifestation. Et donc le pourquoi pose la cause d'un sujet, effectivement, de la manifestation. Alors, on pourrait effectivement dire, mais dans une interprétation, effectivement, disons, je ne sais pas comment dire, une interprétation psychique de la théorie d'Aristote, c'est-à-dire on l'arrache à la physique. On en fait une psychologie, entre guillemets, d'accord ? Mais ce qu'Aristote ne dirait pas non plus complètement, puisque l'homme étant dans son action à l'image de la nature, et se donnant à lui-même des finalités en s'appuyant sur le modèle qui est pour lui de conduite de la nature, on a cette possibilité de passer en continu hein, des phénomènes naturels aux phénomènes psychiques, en sachant que le psychique humain chez Aristote est un sujet parmi d'autres. C'est un hypokaimenon parmi d'autres. C'est-à-dire que tout sujet est soumis à la causalité. La différence, c'est que le sujet humain interroge par lui-même les processus de causalité et se les représente. C'est ça qu'Aristote apporte à Platon. C'est-à-dire qu'il vient compléter en quelque sorte la question de la cause comme étant une pure définition formelle de l'objet hein, à quelque chose qui est fabriqué par le sujet, par l'hypokaimenon justement. Oui, si vous voulez, et j'aime bien cette phrase de Lacan, je crois, qui disait quelque chose comme « En tout être pensant, il y a ce qui sommeille un élève d'Aristote ». Oui, bien sûr. Oui, c'est très bien dit. Sauf que je maintiens cette réserve, c'est que l'hypokaimenon chez Aristote n'est pas le privilège du sujet humain. La nature est pleine d'hypokaimenon. Elle est pleine de sujets qui sont de la causalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un privilège. Nous ne sommes pas le seul sujet substantiel de la causalité. Donc effectivement, cette interprétation, je la comprends, je peux la partager. Mais si on est fidèle à Aristote, elle ne fonctionne pas. Enfin, elle est en rupture, bien sûr, avec son dispositif. Mais vous avez raison de le dire, on pourrait effectivement, je n'y avais pas pensé. Chez Platon, il y a quand même une idée de l'âme humaine et d'une prédestination de l'âme humaine indépendante de la matière et de la nature, qui est sujette à une quête de connaissance et à un désir qui est quand même pas non plus, on peut dire aussi une autre théorie du sujet. On pourrait dire que c'est une autre théorie du sujet. Bon, mais voilà, là vous ouvrez des questions, je ne veux pas... Alors, question subsidiaire, vous envisagez une suite? Mais quelle suite voulez-vous avoir? C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à répondre. Je réponds à des commandes, moi, très souvent, c'est ma façon d'être. On me dit, tiens, tu ne veux pas intervenir là-dessus, j'interviens là-dessus. Mais, quelle est la commande? C'est-à-dire, quelle est la demande? Vous voudriez un second exposé sur Aristote. Alors, il faut trouver un biais. Il faut trouver un biais, voilà. Moi, j'avais une question. Je voudrais... Oh, non. Oui, okay. Allez-y, oui. Oui, je voudrais aider quelque chose que Pierre a dit sur le sujet en Lacan. Je suis en train d'élaborer ce qui me vient en esprit, mais au début de votre présentation, excellente présentation, merci beaucoup. Et vous avez parlé de la cause matérielle. Oui. Chez Aristote, et vous avez parlé de l'atome. Je pensais à Aristote avec Lacan, la cause matérielle, ce qui... je pensais en le signifiant. Le signifiant, oui, bien sûr. Oui. Alors, signifiant chez Lacan et, oui. Et le signifiant chez Lacan que mettre le sujet dans le langage. Oui. Et aussi, vous avez parlé au début aussi de votre présentation dans le mouvement initial qui est le moteur de tout le mouvement. Et je pensais dans l'objet petit a. Oui.
que c'est le mouvement initial qui est le moteur de tout le mouvement. Oui. Et construit le sujet, et ce sujet qui puis va changer le personne de sa famille, la société et tout le mouvement. Mais je voudrais dire ça pour aider ce que Pierre a dit aussi. Le sujet chez Lacan qui veut transformer quelque chose, qui veut changer. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour vos remerciements. Je ne sais pas si je dois répondre à vos questions ou vous compléter d'une certaine manière. Je n'avais pas pensé à associer le premier mouvement à l'objet petit a, hein, mais c'est possible. Alors, sur ce que vous dites, en quelque sorte, la théorie du signifiant chez Lacan serait plus proche des atomistes que de la théorie, disons, des quatre éléments aristotéliciens. Elle serait... c'est ce que j'ai toujours pensé, mais parce qu'Aristote n'est pas élémentariste quand même. Il n'est pas élémentariste, il est plutôt substantialiste. C'est-à-dire que la substance, c'est un ensemble organisé d'éléments. C'est donc pas des signifiants. C'est plutôt une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt un sujet, verbe, prédicat. On est plutôt dans une perspective ontologique, donc où la chose tient à une valeur substantielle et elle est prédicable. En revanche, chez les atomistes, la dispersion des éléments atomiques qui composent les formes pourrait être beaucoup plus proche, disons, d'une appréhension intuitive de ce qui s'appelle signifiant chez Lacan. Mais là, il y aurait un point de tension. Il y aurait un point de tension. Je ne crois pas qu'Aristote, et c'est pour ça qu'il n'est pas un philosophe du langage, puisse justement se penser à partir de la notion de signifiance. Ce n'est pas du tout possible. À partir de la notion de prédicat. C'est-à-dire, Aristote, c'est le philosophe de la prédication. Ce n'est pas le philosophe du signifiant, hein, pour le dire autrement. C'est pas un philosophe... Alors que les atomistes, on pourrait dire, sont des philosophes du signifiant et des assemblages chaotiques du signifiant qui donnent naissance à des organisations. J'irais plutôt de ce côté-là. Je pense que moi, comme psychanalyste, j'ai fait le lien de la cause matérielle au signifiant. Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Oui. Bon, on va peut-être en rester là parce qu'il est tard. Simplement, je voudrais, parce que ça peut donner l'occasion d'un autre rendez-vous, j'ai lu quelque chose qui m'a très étonné au niveau de l'astrophysique. On n'est pas dans le domaine du sujet, sauf que ce sont des humains qui ont pensé à ça. C'est qu'ils font le raisonnement suivant. C'est que lorsqu'il y a un raisonnement mathématique qui se tient, par exemple le raisonnement d'Einstein, des raisonnements, et qu'on n'a pas encore pu vérifier la réalité de la chose. C'est ce qui s'est passé pour Einstein avec la déviation de la lumière, etc. Eh bien, la probabilité, donc un raisonnement mathématique indique qu'on est dans le domaine du possible. On peut ajouter que la probabilité que cet événement se produise est extrêmement faible. D'accord. Mais il se trouve qu'on a affaire à des milliards et des milliards de constellations, d'étoiles. Donc la conclusion, c'est que même si la probabilité est faible, eh bien ça veut dire que ça se produit quelque part. C'est-à-dire qu'ils arrivent à fabriquer du nécessaire au sens lacanien, c'est-à-dire quelque chose qui forcément va s'écrire quelque part, même si la probabilité est très faible, étant donné que le nombre d'occurrences n'est pas infiniment grand, parce que est tellement énorme que même avec une probabilité très basse, on arrive à de la certitude. Ce qui va sur la théorie des univers, la théorie, les différentes théories d'astrophysique actuelles, quoi. Du verre, je ne sais pas. Les fibrés. Les chemins de verre entre les espaces, etc. D'accord, mais donc tu parles de la théorie des cordes. La théorie des cordes, etc. Si le raisonnement mathématique, et alors c'est assez amusant parce que
Einstein avait prévu l'intrication quantique, mais il disait à l'époque, si je ne me trompe pas, ça c'est trop impossible. Pourtant, il l'a écrit, et maintenant on le vérifie concrètement. Ce que tu dis, c'est que c'est l'écriture même qui fait exister, dans un temps second, c'est l'écriture même, voilà. C'est l'écriture même d'une équation, quelque chose qui fait que ça va être... Voilà, que ça se produit quelque part, étant donné que on va le multiplier par des milliards d'étoiles. C'est rigolo. Voilà, on en reste là. Merci infiniment. Merci de ton invitation. Merci. Merci à cet exposé particulièrement clair et passionnant. Voilà. Merci, je vous remercie. Merci. Bon, merci beaucoup, à renouveler. À la prochaine fois alors. Merci Jacques. Salut Jacques, merci. Merci, super. Oui, écoute, oui. Voilà.